Bienvenue dans Focus, le rendez-vous des passionnés de sport, santé et bien-être. Ici, on parle de santé physique et mentale, d'équilibre et de performance. Je suis Sébastien et à travers d'interviews exclusives, des experts du domaine partageront leurs secrets pour rester en forme et garder un mental d'acier. Plongez dans leur quotidien, découvrez leurs défis et leurs sacrifices. Inspirez-vous également de leur parcours pour progresser jour après jour. Alors êtes-vous prêt à repousser vos limites? C'est parti, on écoute ça. Ok, bonjour Valentin, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va. Toujours la casquette à ce que je vois? Toujours, ça c'est la première chose que je fais quand je me lève. On va voir ensemble que tu es un homme justement aux multiples casquettes. Mais avant ça, comment tu te présentes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Comment je me présente pour celles et ceux qui me connaissent pas? Je dirais que du coup, tu l'as dit, je m'appelle Valentin. Je suis préparateur physique et kinésithérapeute du sport. Et je porte régulièrement une casquette. Globalement, c'est un peu ça. Voilà, donc C'est pas pour cacher la calvitie, hein? Non, il n'y a pas de calvitie, pas encore. Un jour peut-être, c'est sûr, mais pas encore. En tout cas, je me prépare parce qu'il y en a plein qui me disent à force de mettre des casquettes, t'auras plus de cheveux. Et je dis, quand j'aurai plus de cheveux, je mettrai des casquettes. Comme ça, c'est réglé. Je suis préparé. Tu as un parcours pour le moins atypique. J'ai noté enfant asthmatique, enfant soir, souvent malade. Comment tu réussis à transformer ce profil en moteur pour ta passion sportive? En fait, j'ai pas eu trop le choix. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, en fait, je suis né sous assistance respiratoire. J'avais donc des petits problèmes au cœur. Et en fait, je suis devenu assez vite en surpoids parce que j'ai été soigné à la cortisone. Donc, ça m'a fait gonfler extrêmement vite. Donc, je faisais plus de 10 kilos à un an. Et ce qui fait que du coup, ça a retardé mon développement aussi en termes de motricité parce que j'ai marché extrêmement tard. Parce que du coup, je tombais en avant. Parce que j'avais un centre de gravité qui était plus le bon. Et en fait, donc ça a continué comme ça au début. Et après, ma mère, quand elle a vu le carnage que ça devenait, elle a arrêté la cortisone. On est passé sur l'homéopathie. Et là, donc, j'ai commencé un peu à dégonfler, etc. Et à avoir un physique à peu près normal. J'étais toujours un petit peu au-dessus de la moyenne, mais j'étais redevenu humain. Et par contre, le sport, en fait, ça s'est lancé assez tard. Parce que moi, quand j'étais petit, je faisais des échecs, beaucoup, en fait, quasiment que ça. Et du coup, j'étais à fond dedans, donc autant te dire que c'était une activité sportive qui était très limitée, en tout cas physiquement. Et en fait, c'est mon père après. Mon père, un jour, je sais pas, lui, il courait, etc. C'était quand même un mec un peu sportif et il m'a dit, je t'emmène courir. Et là, c'était les pires années de ma vie, je pense. Il m'a saigné à la course. Et franchement, je me souviens de sorties qu'il me faisait faire où je pleurais, je vomissais. C'était très, très fâcheux. Ouais, c'était dur et tout. Et après, en fait, il m'a inculqué ça. C'est-à-dire que il a commencé à m'inscrire dans du sport. Donc, j'ai fait foot, j'ai fait basket, j'ai fait plein de sports. Je courais toujours. Et après, comment ça s'est développé? Après, j'ai eu de la muscu à peu près début lycée, dans les années lycée, j'ai commencé la muscu, les sports de combat et après le sport ça m'a plus jamais quitté, mais je dirais que c'est comme ça que je l'ai mis dedans, un peu de force. Et en fait, je pense que dans la souffrance, j'ai fini par aimer ça, tu vois. Aimer un peu ce dépassement-là. Puis après ça fait partie de ma vie, donc tous les jours il faut qu'il y ait au moins une séance de sport, un truc à faire. Et ça vient de l'éducation aussi, c'est-à-dire que mes parents m'ont toujours enseigné que si je faisais un truc, il fallait que je sois bon. Il n'y a pas besoin d'être excellent, mais il fallait au moins que je sois bon, donc beaucoup travailler. Donc c'est vrai que quand je commence un sport, quand je suis dans un sport, il faut que je le pratique beaucoup. J'ai beaucoup de mal à être moyen. Ouais, t'essayes toujours de te donner à fond jusqu'à atteindre le bon niveau, mais pas l'excellence non plus, quoi. Ouais, parce que en fait, je me lasse assez vite. Ouais, c'est ce que j'ai pu écouter. Ouais, je me lasse assez vite. C'est vrai que je sais que j'aurais jamais pu être un sportif de haut niveau, un champion, quoi. Parce que ça demande, tu vois, j'en côtoie beaucoup, j'en ai côtoyé quand ils ont commencé et je les vois encore aujourd'hui et c'est des mecs qui, 10 ans après, 15 ans après, ils font toujours 4 heures de ce sport tous les jours, quoi. Tu vois, et ça, moi, j'en aurais été incapable. Moi, j'ai peut-être 3-4 ans à dédier à un sport et après, il faut que je fasse autre chose. Donc, je peux atteindre, comme je travaille beaucoup et que je peux m'impliquer et tout, je peux atteindre un bon niveau, tu vois. Mais je sais que je serai jamais excellent, quoi, parce que ça demande trop de temps, trop d'investissement et il faut être régulier dans le sport. Tu peux pas papillonner à droite à gauche et être excellent, quoi. Non, c'est clair, c'est beaucoup de sacrifices, hein, surtout quand on voit. Moi, j'ai pu discuter avec des nageurs de haut niveau, c'est dingue l'investissement qu'ils mettent dedans et comme tu dis, c'est des 4-5 heures par jour pour des fois ne pas progresser sur une année, 2 années et là,
ça démotive, quoi. Parce qu'on va pas se mentir, il y a les chronos, il y a les résultats dans d'autres sports qui te motivent à continuer à avancer. Et malheureusement, quand tu vois que tu commences à enchaîner les défaites, les régressions, voilà, tu te lasses et puis tu essaies peut-être de changer, de faire autre chose. Ouais, mentalement, c'est difficile. Hein. Puis, alors moi, j'ai jamais été dans la compétition un peu avec les autres. Tu vois, j'ai pas cet esprit compétitif. Faut que je le batte. Je suis un peu tout seul dans ce monde-là. Tu vois, je suis dans le sport, c'est-à-dire je me crée une bulle et après j'essaie juste de faire mieux à chaque fois. Donc j'ai pas trop cette pression par rapport aux autres. Je sais que je suis pas doué. Tu vois, j'ai aucun don physique, on va dire. J'ai une motricité que je développe, mais qui est assez limitée du fait que j'ai commencé à bouger tard. Donc, c'est-à-dire que tu vois, quand il y a des enfants qui à l'école faisaient la roue, faisaient l'arbre droit, faisaient des trucs comme ça, moi, c'est hyper compliqué pour moi. Tu vois, j'ai pas cette motricité-là. J'ai un bon cœur, tu vois. Donc ça, je remercie mon père de m'y avoir mis entre guillemets assez tôt, mais sinon, je suis pas doué. Donc, je sais que je battrai jamais des trucs, des gens qui sont doués là-dedans. Mais par contre, je sais que je peux progresser et ça vraiment c'est indispensable. Si je vois que je stagne ou quoi, je vais chercher à comprendre pourquoi et à progresser. Ça c'est. Ouais, le principal c'est d'être meilleur que toi de la veille, quoi, mais pas par rapport à quelqu'un d'autre. Aucun ego. Non, très peu d'ego. Moi, de manière générale, j'ai très peu d'ego. En fait, c'est vraiment pas quelque chose qui me. En fait, de manière générale, je fuis les problèmes. Tu vois. Et j'ai trouvé que la compétition, l'ego, etc., ça créait beaucoup de problèmes. Donc c'est quelque chose que j'ai rapidement supprimé de ma vie. Ouais, c'est vrai. C'est rare de voir des gens qui n'ont pas d'égo, surtout sportifs, quoi, hein, parce que ça c'est ce qui nous fait un peu avancer, quoi. Mais après, je dis ça, mais je suis pareil que toi. Hein, moi, je m'en fous. Moi, je suis plus pratiquant muscu, tu vois, mais j'ai jamais été les charges. On demande beaucoup, hein, tu sais, quand tu dis je fais de la muscu, c'est combien ton max au développé couché, etc. Je dis franchement, je sais pas. Je dis comment ça, tu sais pas? Je dis non, je sais pas. Je fais jamais de max. Ça m'intéresse pas de savoir que je peux pousser tant et tant de kilos. Le but, c'est que voilà, tous les jours, je fasse ma séance. Bon, en ce moment un peu moins, mais que tous les jours je fasse ma séance et que voilà que je suis en bonne santé, que j'essaie de développer un physique. Savoir que je soulève mieux qu'un tel ou un tel, perso moi ça m'intéresse pas. En fait, je trouve que ça a un intérêt uniquement si t'as une compétition ou que tu vois c'est ton gagne-pain, tu vois. À partir du moment où moi j'ai fait le deuil du fait de pas être dans la compétition, etc. Quel est l'intérêt? Tu vois, c'est comme la dernière fois je réfléchissais, je discutais avec lors d'un trail, là j'étais parti faire un trail. Et donc il pleuvait et tout, donc c'était la descente, fallait faire gaffe à pas se blesser. Et donc du coup on hésitait à accélérer ou pas. Et j'ai dit pourquoi on irait accélérer en fait, tu vois. On va accélérer, on va augmenter le risque de se blesser. Au mieux on fait un chrono dont personne n'en a rien à foutre. Tu vois, je veux dire, on va le mettre sur Strava et tout le monde en aura rien à foutre. Et, par contre si tu te pètes, tu peux te retrouver HS pendant 2 mois. Franchement au cours si tu veux, mais moi je vais y aller tranquille quoi. Tu vois. Ouais, non, c'est de la réflexion à avoir, mais j'ai fait une séance de CrossFit, tournée un peu sur l'Aerox. Première fois de ma vie, je voulais tester, je me suis dit, allez, j'y vais. Et puis, putain, je vois que finalement, j'étais dans les derniers, entre guillemets. Je voyais les gens, ils couraient plus vite que moi. Je dis, putain, c'est pas possible. Faut pas que je sois dernier, tu vois. Là, c'était de l'ego. Mais ça a duré 2 minutes. Je me suis dit, au final, non, faites-moi branle. Que je sois dernier ou pas, voilà, j'ai approuvé à qui? À personne, en fait. Au moins, je le termine. Je suis content. Et puis, le chrono, on s'en fout, quoi. Après, en fait, c'est juste, ça devient une expérience, tu vois. T'as vécu une expérience où t'as fait un Aerox. Si t'es dans la compétition, qu'il y a un truc à gagner et que tu te motives, etc., que tu veux faire je dis pas, ok, pourquoi pas. Mais là, franchement, tu sais, c'est comme le premier marathon que j'ai fait. Je m'étais fixé une idée de chrono, je voulais faire moins de 3:30. Tu vois. J'ai fait moins de 3:20. Mais tout le monde en avait rien à foutre. Je suis arrivé 800e. Je savais même pas que c'était un classement qui était genre qu'on continue à compter à ce. Voilà. Bon, on était plusieurs milliers, tu vois, mais je veux dire, tu finis 800e, t'es ridicule, mec. Tu vois, je veux dire, faut évidemment, si t'es dans les 10 premiers que tu cherches à avoir un gros chrono, je dis pas, tu vois, tu vas te donner, tu vas prendre des risques, etc. Ok, il y a un sens. Mais mec, t'es 800e. Tu sois 800e ou 900e, franchement. Je veux dire, tu vois, on s'en fout, tu vois. Là, tu vois, tu fais ta compétition. Soit t'étais fait pour faire partie des meilleurs et que tu t'étais entraîné et que tu jouais la première, deuxième ou troisième place. Bon, là, tu vas prendre des risques, tu vois. Tu vas essayer de... Mais mec, que tu sois dernier, avant-dernier ou 15e, tout le monde s'en fout, quoi.
Oui, généralement, c'est des places qu'on se souvient pas. Ah ben tout le monde s'en fout. Moi là, des fois quand je rediscute du marathon, mon père il me dit que je l'ai couru en 3:30. À tel point, tu vois, que des gens ne retiennent même pas le chrono que tu fais. Toi, tu te saignes pour gagner 1 minute, et après ils te donnent des arrondissements vite fait. En fait, finalement, il reste que le mec a fait un marathon, quoi, tu vois. Mais j'avoue. je pense qu'on accorde trop d'importance à ça. Ça doit appartenir à une certaine catégorie de personnes qui visent le top, tu vois. Quand tu vises le top, tu regardes les perfs. Mais ça concerne 1% de la population. Moi, j'en ai rien à faire, quoi. De toute façon, je suis entouré de personnes qui sont meilleures que moi dans tous les domaines. Tu vois. Genre, moi, je suis une personne. Alors, je suis meilleur qu'elle dans la globalité, tu vois. Mais tu vois, si je prends le volume musculaire, l'hypertrophie, j'ai Rudy Koya, il me met 15 kilos, tu vois. Si je prends la force, j'ai des mecs comme Clément Goudin, champion de France. Mes barres, c'est même pas ses barres d'échauffement. En course à pied, j'ai des potes qui font de la course à pied. C'est des allures intenables, tu vois. Dans l'ensemble, je suis meilleur qu'eux si on prend les trois, tu vois. Mais dans tous les cas, je sais que à côté de moi, j'ai des gens qui m'écrasent sur la discipline. Donc ça me permet de garder de l'humilité, garder l'épaisseur, dire ok, bon, tranquille. Ouais, t'es plus polyvalent, un peu l'athlète hybride que tout le monde essaye de devenir en ce moment. Bah ouais, l'athlète hybride, après, moi, c'est ma vision du sport. C'est-à-dire que franchement, moi, ce qui m'a fait et ce que j'ai aimé dans le sport, c'est le fait de me rendre compte que l'entraînement, il te permettait de faire des choses que tu étais incapable de faire. Franchement, c'est fascinant, ça, tu vois. Genre, tu prends n'importe quelle activité, tu t'es incapable de la faire. Tu sais, on prend une personne, moi, comme des fois, il m'arrive de coacher des gens, etc. Ils me disent, j'arrive pas à faire une traction. Impossible. Je me suspends, c'est toujours si j'arrive à tenir quand je me pends là-bas. Et si tu t'entraînes correctement, que tu prends suffisamment le temps et tout, tu vas finir par la faire, ta traction. C'est-à-dire que donc, tu vas, comme tu sais, dans un jeu vidéo, tu vas débloquer une capacité, tu vois. Moi, je trouve ça fascinant, tu vois. Arrête que tu sois capable d'en faire 50. Franchement, moi, je m'en fous, tu vois. Mais tu vois, moi, je veux être capable de tout faire, tu vois. Ce qui me passionne un peu dans le sport, c'est de démarrer une activité, de voir que je suis nul, que je sais pas la faire, et m'entraînant à y arriver, tu vois. Tu parlais du CrossFit, quand j'ai fait ma première séance de CrossFit, j'ai accompagné quelqu'un parce que je l'accompagnais, tu vois, pour voir un peu. Et putain, on m'a dit fais un muscle up. Mec, impossible. C'est impossible, tu vois, j'ai pas réussi. Et là, je me suis dit non, mais je peux pas rester sans savoir le faire. Je m'en fous de savoir en faire 15 ou de savoir, tu vois, de les faire lester ou machin, mais je dois au moins réussir à faire un muscle up, quoi. Pareil pour le handstand, on m'a dit vas-y, mets-toi sur les mains et tout, essaie de marcher. Impossible. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien débloquer par contre, mais ouais, mais moi c'est ça, tu vois, donc je navigue, tu vois, je me mets en gros des petits standards moyens, tu vois, là par exemple pour la force, j'ai mes standards sur les barres que j'aimerais atteindre, qui sont pas exceptionnels, mais qui sont tout à fait, qui sont bien, tu vois. Et voilà, j'irai pas chercher 250 kilos squat, quoi. Pourquoi, tu vois. Oui, à part potentiellement se blesser ou se détruire, il y a pas de... Ouais, tu vois, je veux dire, ok, si demain je me mettais à faire du powerlifting et que c'était une compétition et que je voulais viser un truc, j'irais chercher des 300, des trucs comme ça. Mais là, c'est pas du tout le cas, tu vois. Genre, je sais que le squat, ça va me gaver dans 2 ans, donc je vais voir jusqu'où je peux monter en 2 ans et on verra après, quoi. Mais non, débloquer des trucs, moi, je trouve ça fascinant. J'aime bien tester les activités pour ça, d'ailleurs. Tu vois, j'aime bien faire différents trucs, savoir courir un marathon, savoir courir des ultra-trails, des trucs comme ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le sport. Après, chacun trouve ses avantages et ses inconvénients, mais moi, c'est ça, c'est tester une activité, de voir que j'y arrive pas et de voir qu'en m'entraînant, je la débloque. Moi, je trouve ça fascinant. Ouais, j'avoue, c'est fou, c'est vraiment intéressant. Tu vois, c'est... Ouais. Le champion d'échecs qui se transforme du coup en combattant, court pas trop les rues. Quel rôle ce jeu d'esprit a-t-il joué dans ta manière d'aborder le sport et surtout la performance? Ça, c'est un concept que j'ai jamais compris. C'est-à-dire que la première fois que je suis rentré dans c'est peut-être pas la première fois, mais quand j'ai commencé le MMA, notamment dans le jiu-jitsu brésilien, donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est travail au sol en kimono, ou tenter de soumettre, etc. On m'a dit c'est comme les échecs. Il y a tellement de sports, on m'a dit c'est comme les échecs. Mais où moi, en tant que joueur d'échecs, je vois aucun rapport. Ouais, je vois pas non plus. Je comprends le concept du tu fais ça pour que ton adversaire fasse ça et de mettre en place une stratégie, tu vois. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une stratégie, on le rapporte aux échecs. Tu vois, parce que c'est quand même le jeu de stratégie de base. Et donc on dit dès qu'il y a une stratégie, mais les échecs, t'as 2 heures pour jouer, tu vois. Personne te tape, personne cherche à t'étrangler, t'es assis sur une chaise, tu vois, et tu vois. Alors oui, t'essaies de mettre en place une stratégie, t'essaies d'anticiper les coups, tu réfléchis, tu fais en place des combinaisons, etc. Mais t'es tranquille, quoi, tu vois. Le jiu-jitsu brésilien, la boxe, le MMA, n'importe quel sport, tu vois,
ça doit aller vite. Tu vois, c'est des automatismes. Aux échecs, il y a pas tellement d'automatismes, en fait. Tu vois. Et donc du coup, bon, les échecs, moi, j'ai fait ça parce que déjà, j'ai été un peu obligé quand j'étais petit. Après, comme c'était le seul truc que je faisais, j'étais pas mauvais, donc j'ai fini par aimer ça. J'ai fini par aimer ça, donc j'étais encore moins mauvais. Je gagnais un peu d'argent et tout, voilà, donc j'ai fait les échecs. Et après, j'ai vu que socialement, quand t'as 14-15 ans, les échecs, c'est pas ouf, quoi. Tu vois, dans la c'est pas là où tu vas rencontrer des copains de ton âge. Exactement. À l'école, t'arrives, tu fais quoi? Je fais des échecs, ça fait rêver personne, quoi. Les garçons, ils trouvent pas ça extraordinaire, et les filles, ça les fait pas rêver. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'ai été un peu faible. Donc du coup, j'ai mis un peu de côté les échecs pour faire des sports un peu plus populaires. Tu vois, toujours cette quête d'intégration et de reconnaissance et de pouvoir dire ok, là je suis accepté et tout, donc je faisais des sports que tout le monde faisait. Donc c'est là où j'ai commencé à faire la muscu et tout. Et comme là où j'ai grandi, c'était un petit peu compliqué. En tout cas, j'étais pas le plus fort physiquement, quoi. J'ai pris quelques roustes, tu vois. J'ai eu beaucoup de bagarres. J'en ai gagné quelques-unes, mais j'en ai perdu beaucoup. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire les sports de combat. Mais c'était plus, ça n'avait rien à voir avec les échecs, quoi. Il n'y a pas d'esprit de compétition, c'était de la survie, quoi. Je me suis dit, à un moment donné, il faut que je me défende, etc. Donc j'ai dit sport de combat et j'ai franchi la salle du Boxing Squad à Nice, qui aujourd'hui est probablement l'un des, les deux meilleurs clubs de France, on va dire. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dedans, mais j'ai jamais vu le rapport avec les échecs, quoi. Jamais. Sur un mensonge, en plus, on rappelle. Sur un mensonge, ouais, putain, t'as écouté le bébé. Si vous voulez, du coup, écouter un peu l'histoire, Valentin a aussi un podcast, qui s'appelle Puissance Santé. Ouais. Vous pourrez écouter cette histoire de mensonge. Histoire est folle. Cette histoire est folle, les chances pour que ça se produise. Par contre, je vais pas la raconter, comme ça, ceux qui veulent la savoir, ils iront écouter, mais mine de rien, c'était pas tellement un mensonge, parce que tout ce que j'ai dit a fini par se réaliser. J'ai anticipé la réalité. Ouais, moi, je le présente comme ça, tu vois. J'ai dit que j'allais devenir, que j'allais faire et devenir telle personne. Bon, j'avais 2 ans d'avance quand je l'ai dit, mais c'était... Ah, mais bon, on rappelle un palmarès quand même invaincu. Ouais, invaincu. Invaincu chez les amateurs dans des compétitions, enfin dans des combats de niveau amateur, quoi. Je veux dire, je suis pas Usyk en boxe ou Ilia Topuria à l'UFC, quoi. Hein. Je suis pas. Non, c'est sûr. Bon, t'as pris une belle revanche, toi qui étais vaincu à la récréation, on va dire. Ah ouais, bah ça par contre là le palmarès, le record dans la rue ou à la récréation, il y avait plus de défaites que de victoires, ça c'est clair et net. Clair et net. Donc du coup, à 17 ans, tu te lances donc dans les sports de combat après avoir commencé la muscu vers tes 15 ans. Ouais. Qu'est-ce que ces pratiques t'ont apporté sur le plan physique, mais surtout mental? Ah, ça par contre, ouais. Là par contre, physiquement, la muscu, je trouve qu'il y a un gros mensonge derrière. C'est que souvent on se dit, si je développe ma musculation, je vais prendre confiance en moi. Tu vois, si je développe un peu même. Ouais. Moi personnellement, ça n'a rien changé, tu vois. Je pense que si t'as pas confiance en toi, c'est pas parce que tu vas avoir des gros muscles que ça va se débloquer. Je pense que c'est ailleurs. Par contre, la muscu, vraiment, moi, là où j'ai progressé mentalement, c'est sur la discipline. Je trouve que la musculation, c'est le body, c'est le sport de discipline par excellence. Franchement, si tu veux de toute façon progresser, t'as pas le choix. Ah, franchement, c'est incroyable et je trouve qu'il n'y a pas assez de mérite. Alors là, aujourd'hui, c'est un peu revenu à la mode, donc on en a un peu plus, mais les bodybuilders, on s'en fout qu'ils se dopent ou qu'ils se dopent pas, la question elle est pas là. Mais c'est une discipline, une rigueur, une hygiène de vie. C'est pas à la portée de tout le monde. Je veux dire, non, sûr, de toute façon, tu peux te doper ou pas. Si tu fais pas le taf derrière, t'as pas les résultats qui vont. C'est franchement une discipline. C'est une discipline incroyable. Et ça, la muscu, c'est ce que ça m'a appris parce que à l'époque où j'ai commencé, c'était pas les grandes salles commerciales comme aujourd'hui, Basic Fit, Fitness Park, machin, etc., où personne connaît personne. Tu rentres, tu dis bonjour à personne se parle, etc. Moi, c'était les petites salles vraiment à l'ancienne où il devait y avoir 20 adhérents, tu vois, 25 adhérents. Et quand tu rentres, tu fais le tour de toute la salle. Tu vas voir tout le monde, tu dis bonjour, etc. Et puis t'as des mecs, tu sais que voilà, ils se chargent, ils sont énormes, des vrais, quoi, tu vois. Et pour autant, toi, tu viens de débuter et ils t'aident, tu vois. Et quand tu discutes avec eux, tu dis ouais, comment tu vois l'hygiène de vie, tu dis bah mais moi je suis incapable de faire ça. Et tu mets déjà des barrières limitantes, tu vois. Tu dis ouais, moi je vais pas y arriver à faire ça, m'entraîner 6 fois par semaine, faire une sieste, manger diète, et ça pendant 15 ans. Mais ça te semble irréel, tu vois. Quand tu sors de là, t'as ton pote, il vient de dire viens, on va faire un kebab, et tu dois déjà commencer par dire ton premier nom. Et il est dur, hein. Tu vois, tu dis non, moi kebab, non, je mange pas ça et tout. Mec, c'est une hygiène de vie, c'est extrêmement dur. Mais ça, franchement, je pense que
La musculation là-dessus, ça m'a vraiment fait progresser, apprendre à dire non, tu vois, quand c'est pas, tu vois, définir tes priorités. Je trouve que, ouais, c'est là où j'ai le plus progressé, c'est définir tes priorités, ce que tu veux dans la vie. Et une fois que tu as ça en tête, c'est beaucoup plus facile de faire des choix. Tu vois? Si tu as défini que tu voulais avoir un corps comme ça, performant, athlétique, machin, etc. Si ça, c'est ta priorité, dire non à un kebab, ça devient beaucoup plus facile. Tu vois? Tu prends la décision beaucoup plus vite. Est-ce que ça rentre dans mes objectifs? Oui, non. Non, ça rentre pas. Bon, ben, je dis non. Tu vois? Donc, la muscu, c'est pour ça. Et les sports de combat, physiquement, bah, moi, j'ai la chance, parce que je suis rentré dans un club de MMA par hasard, quoi. C'était pas prévu, je savais même pas ce que c'était. Et du coup, bah, ça m'a développé des qualités physiques un peu polyvalentes, puisque comme on boxe, on lutte, on va au sol, donc forcément, tu développes une certaine musculature, tu développes un peu de caisse au niveau de l'endurance, tu développes tes différentes filières, t'apprends à prendre des coups, t'apprends à résister à la douleur, t'apprends à donner, donc tu développes un petit côté un peu méchant qui manque parfois, tu sais. Voilà, donc il faut être méchant quand tu boxes, je veux dire, faut pas se leurrer. T'es très gentil quand la sonnerie retentit, mais pendant le combat, t'es méchant, tu cherches à gagner, c'est toi ou lui, donc techniquement, tu fais vite le choix là aussi. Et c'est un peu ça, moi, qui a été développé un peu d'agressivité, un peu de méchanceté, tu vois, mais à savoir l'utiliser quand il fallait. Donc tu viens à la salle, tu t'entraînes, tu tapes dessus, mais quand tu sors de là, bah tu sais que tu reviens dans un monde un peu plus civilisé, et donc t'es beaucoup plus gentil. Tu redeviens gentil, quoi. J'ai rarement vu, moi j'en ai quand même côtoyé beaucoup, des combattants qui se battent en dehors, j'en ai rarement vu. Il y en a plein qui disent oui, ça peut être dangereux. J'ai un pote avec qui j'ai un débat là-dessus, il me dit arrête de regarder le MMA et tout, le MMA c'est dangereux, ça donne envie aux jeunes de se battre et tout. Je pense qu'ils se battront dans un club de MMA, mais beaucoup moins dans la rue, quoi. Ouais, c'est une autre philosophie, quoi. C'est pas parce que tu fais un sport de combat que tu deviens le gros con qui cherche tes problèmes. Je trouve justement au contraire que tu les évites après. Tu sais que t'es capable, tu sais de quoi t'es capable, donc tu te dis à quoi bon? Casser la tête ou autre, et puis avoir des problèmes aussi par la suite, parce que voilà, on a quand même des lois qui sont faites pour ça. Mais voilà, je pense que ça te permet, comme tu dis, voilà, pendant les sparring, tout ça, les combats, d'être peut-être un autre homme, on va dire, de peut-être libérer un peu la rage que tu peux accumuler au quotidien, mais toujours dans la bienveillance. Voilà, à la fin, ça sonne, bah, ça reste un ami, un copain que t'as en face, un combattant, qui est là aussi comme pour la même chose que toi, tout simplement. Ah ouais. Mais tu sais, ça c'était une phrase, c'est dans la musique, mais je crois que ça doit être PNL qui l'avait sorti. Il avait dit si t'aimes pas la paix, c'est que t'as jamais connu la guerre. C'est pas faux. Et en vrai, quand t'as passé ta vie à te battre, ce que tu veux, mon gars, c'est juste rentrer chez toi et avoir une vie paisible. Il y a que ceux qui se sont jamais vraiment battus, qui ont jamais eu de problème, qui cherchent les problèmes. Mais quand t'as eu plein de problèmes, tout ce que tu rêves, c'est de pas avoir de problème. Ouais, c'est d'être tranquille, d'avoir une vie paisible. Et, ciao. Moi, je fuis tout ça, je te jure. Moi, et comme je te dis, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lâché mon ego, parce que l'ego, c'est la source des problèmes, tu vois. Il se passe quelque chose que t'es pas d'accord et tu veux pas lâcher le truc, tu veux dire que t'as raison, tu veux gagner, tu vois. Tu veux gagner la discussion, tu veux gagner l'argumentaire, tu veux gagner une embrouille ou quoi. Et c'est là où tes problèmes, ils arrivent. Bon, moi, maintenant, je cherche à rien gagner, tu vois. Je gagne la paix. L'ego, c'est un peu malsain. Ah, moi, je trouve ça mal. La fierté, ça peut être intéressant. L'ego, c'est malsain. Ouais, j'avoue, c'est deux choses différentes. Ah ouais. Non, l'ego, moi, j'ai laissé tomber. En plus, à l'heure des réseaux sociaux, tu peux te comparer avec la terre entière, t'imagines? Ah ouais, non, mais c'est tu pètes un plomb. De toute façon, voilà, une fois que t'es conscient qu'il y a toujours mieux que toi, tu restes. Et il y en a pas qu'un, Il y en a pas qu'un qui est mieux que toi en plus, Ah oui, non, c'est sûr. Tu vois, je veux dire, tu peux être très très bon dans ton domaine, il y en a pas qu'un qui est meilleur que toi. Je veux dire, je pense que les psys se sont frottés les mains le jour où les réseaux sociaux ils ont apparu. C'est un truc de dingue. Tu te compares à la terre entière. Et les photos, elles sont retouchées. Et combien moi j'ai de clients qui viennent me voir et qui me disent je veux ressembler à ça. Tu vois, à ça. Déjà rien que le mot il me tue. À ça, genre c'est une image. C'est même pas à cette personne, non, c'est à ça. C'est à ça, tu vois. Vraiment, voilà, la personne a une image. C'est irréalisable, quoi. Et elle se Après, bon, c'est ce que les gens véhiculent aussi, Ils véhiculent plus spécialement qui ils sont, mais plus une image de marque ou autre, quoi. Ah, réseaux sociaux, c'est un fléau. Non, ça c'est clair. Fléau. Tu as étudié en STAPS, suivi une préparation militaire pour intégrer Saint-Cyr, avant de bifurquer vers la kiné. Je donne pas trop de détails, parce que voilà, j'invite vraiment les gens à aller écouter tes podcasts qui sont fort intéressants. C'est pour ça que j'ai préféré, comme je t'ai dit, avant de te contacter via Jordan,
m'as parlé de toi dans le podcast que j'ai enregistré avec lui. Je préférais d'abord écouter un petit peu ce que tu fais, histoire que quand on enregistre, je suis pas là face à un inconnu entre guillemets. Ouais, je vois ça, t'as fait tes doigts. Hein. Vraiment que je puisse avoir écouté un petit peu ton travail. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur les études, tout ça, il en parle dans son podcast Puissance Santé. Donc voilà, raconte-nous un petit peu cette transition. Est-ce que tu as appris dans ces diverses expériences? Alors le STAPS, c'est simple, j'avais pas le choix. Le lycée, ça a été catastrophique. Donc en termes tu sais, c'était la première année de comment ça s'appelle là déjà, Parcoursup, un truc comme ça là, où tu fais tes demandes et t'envoies ton dossier avant même d'avoir passé le bac. Et tu reçois déjà quasiment la réponse avant même d'avoir passé le bac. Bon, moi j'ai envoyé mon dossier. Pour le délire, j'avais envoyé dans des grandes écoles parce que l'avantage c'est que tu pouvais soumettre partout, tu vois. Donc pour rigoler, parce que j'avais plus que ça quoi à ce moment-là. Pour rigoler, j'avais envoyé dans des très grandes écoles, donc évidemment j'avais été refusé. Et là où j'ai été accepté, c'était STAPS, donc c'était la fac de sport. Maintenant c'est beaucoup plus sélectif à l'entrée, mais à l'époque c'était globalement tu pouvais y rentrer comme tu voulais. Donc j'ai été accepté et comme le sport c'était à peu près la seule chose dans laquelle j'étais pas mauvais, je me suis dit allez ça va le faire quoi. Donc je suis rentré au STAPS, première année compliquée parce que j'ai toujours pas mentalement j'avais pas encore mûri. Et après bon ça s'est développé etc. J'ai trouvé mon parcours et les résultats ont été bons etc. Puis j'ai trouvé un sens tu vois et je voulais faire justement l'armée et parce que dans ma famille c'était quelque chose qui était important et puis je me disais que tu sais je pense que l'armée ça attire beaucoup les personnes qui n'ont pas trop de but, pas trop de sens. Ça te donne un sens tout de suite l'armée tu vois, tu dis je vais défendre mon pays, t'as pas besoin de réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie, de toute façon on va te le dire tu vois. Donc tu dis tu fais un truc à un peu de valeur etc. Donc je voulais faire l'armée, je voulais pas être tout en bas, militaire du rang. Si je pouvais ne pas être sous-officier, ça va aller aussi. Si je pouvais être officier, je me suis dit pourquoi pas quoi. Et du coup, je m'étais renseigné au CIRFA. Il disait bon, il faut, vous avez pas été accepté à Saint-Cyr. Enfin, j'avais pas postulé, mais j'aurais pas été accepté à Saint-Cyr directement. Donc vous, il faut que vous fassiez la branche 5 bac plus 5 et après vous retentez le concours pour rentrer dans Saint-Cyr. Donc j'ai dit bah vas-y là, maintenant j'ai un but. C'est toujours plus facile d'avancer quand t'as un but. Donc bam, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Si j'ai mon master 2, je dis ok go, on va à Saint-Cyr. La STAPS, en gros, ça m'a appris ça. Ça m'a appris à comprendre que quand c'est quelque chose qui te passionne, t'es bon. En vrai. Jamais vu quelqu'un qui est mauvais quand il fait quelque chose qu'il aime. Non, ça c'est clair. Tu vois. Tu peux être bon quand tu fais quelque chose que t'aimes pas, parce que tu te forces, etc. Mais t'es jamais mauvais quand tu fais quelque chose que t'aimes. Ça, c'est un truc. Quand t'avances avec passion, de toute façon, c'est toujours plus facile. Ah ouais. Donc en gros, STAPS, c'est un peu ça, tu vois. Et la deuxième chose que m'a apporté STAPS, c'est que globalement, c'est là où j'ai rencontré mon ex-femme et qui m'a du coup fait changer d'avis sur ma carrière professionnelle entre guillemets, parce que du coup, j'ai toujours été seul. Donc l'armée, ça m'allait bien. Les déplacements, etc. Il y en avait beaucoup, mais moi, ça me dérangeait pas. Bon, quand elle est arrivée, un peu foutu le bordel, tu vois. Puis j'ai découvert d'autres problèmes avec l'armée, etc. Dans le fait où c'est pas évident de vivre avec un groupe de personnes qu'on t'a imposé. Tu vois, parce que quand tu vis dans un régiment, tous les jours tu côtoies des gens que t'as pas forcément choisi. C'est pas toujours évident, tu vois, on partage pas les mêmes idées et tout. Moi j'étais un peu encore, je suis toujours un peu, j'essaie d'évoluer, mais un peu fermé d'esprit, tu vois. J'ai un peu du mal avec des gens qui partagent pas mes opinions et tu vois, à l'époque dialoguer c'était un peu difficile. Tu vois, donc j'ai dit ouais c'est chiant et tout, vas-y j'arrête. J'arrête pas l'armée comme ça, hein, mais dans l'idée c'était ça. Donc finalement j'ai arrêté l'armée, je retourne du coup sur Nice, donc je suis avec mon ex-femme et sauf que je suis au chômage quoi. T'as fait quoi? T'as fait ton contrat de 3 ans du coup à l'armée? Non, j'ai rien fait du tout, j'ai rompu le contrat quoi. Ok. Ce qui est très compliqué, très mal vu, très critiqué, très tout ce que tu veux, mais bon en même temps c'est la France, c'est la bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire. Donc je reviens dans le sud et sauf ouais comme je te dis j'ai pas de boulot quoi. Parce que du coup j'avais fait STAPS pour faire l'armée, j'ai arrêté l'armée, je reviens, j'ai rien. Tu vois, je suis au chômage, j'avais même pas le chômage, j'avais pas vraiment de travail, donc voilà, donc en gros là ce que ça m'a appris c'est la galère encore une fois, tu vois, je me dis oh putain merde, 6 ans après j'y retourne quoi, tu vois. Et donc elle m'avait hébergé, etc. jusqu'à temps que je me dise vas-y il faut bosser, donc j'ai développé grâce à la boxe un petit réseau de clients qui voulaient apprendre à boxer, donc j'ai commencé à avoir des coachings. Le STAPS, je me suis mis à faire des coachings aussi, sport santé, bien-être, etc. Ça a commencé à bien marcher. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais apporter un truc en plus. Et ça va être la kiné. Ça peut être un délire, quoi. Et du coup, j'ai dit, comment je fais pour être kiné?
Là, j'ai vu que j'avais 2 options. Soit j'avais une passerelle avec mon master STAPS, soit il fallait que je fasse médecine. Bon, évidemment, comme tout le monde m'avait découragé pour médecine, j'ai commencé à envoyer mon dossier pour la passerelle, refusé partout, sauf à Montpellier, je crois. Et après, je me suis posé et je me suis dit, putain, je vais lui imposer, parce que mon ex-femme, elle venait de déménager de Besançon. Donc, elle avait déménagé pour moi de Besançon jusqu'à Nice. Est-ce que je vais lui imposer encore un déménagement juste parce que j'ai peur de médecine? J'ai dit non. Je vais pas fuir médecine quand même. Oh. Donc j'ai dit non, c'est bon. Je reste à Nice, je fais médecine. Et finalement, médecine, ça s'est bien passé. Et du coup, après, études de kiné, etc. Et là, ce que j'ai appris, médecine, franchement, j'ai trouvé qu'un seul point positif. Il y en a qui disent qu'ils l'ont bien vécu cette année. Moi, je comprends pas comment on peut bien la vivre. Mais la seule chose que ça m'a appris, c'est juste que j'avais une énorme capacité de travail. Je pouvais être capable de énormément travailler. Tu vois. Et ça, la première année, c'est peut-être une petite sélection naturelle pour voir un peu. La sélection, hein, c'est 10%. C'est 10% qui passent. Hein. Donc, on était 1500, il faut finir dans les 150. Donc, c'est réglé. Hein. Ça va très très vite, la sélection. Donc, Et puis là encore, tu vois, c'est là où c'est intéressant, c'est que moi qui étais habitué à me comparer à moi-même, bah là, ça suffisait plus pour le coup. Là, on s'en fout de combien tu as, ta note, il faut que tu sois devant les autres, tu vois. Si tout le monde a 0 et que tu as 1 sur 20, c'est bien. Ça, c'est bon, tu vois. Donc là, il fallait battre les autres. Alors là, la compétition, c'est la guerre. Là, tu te rends compte de ce que l'humain est prêt à faire pour réussir. Là, t'as pas d'entraide avec les collègues, quoi. Tu peux en trouver, tu vois, mais c'est vraiment des petits binômes, quoi, tu vois. Puis moi, en plus, j'étais un peu méfiant par rapport, tu vois. J'ai toujours été méfiant envers les autres, etc. Bon, ça vient un peu des expériences de vie, tu vois, mais je me suis toujours méfié de tout le monde, etc. Donc, moi, j'étais seul, avec mon ex-femme, hop, dans l'appart. Ça sortait pas, ça bougeait pas, et je travaillais, j'ai jamais mis un pied à la fac. Et j'ai appris tout par cœur, quoi. Et c'est là où je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai une grosse mémoire, quoi. Je suis capable de. Ça a été révélateur. Je pense que ça, pour le coup, tu vois, je te disais, la muscu, ça n'avait pas développé de confiance en moi. Autant, je pense, la réussite de la première année de médecine, ouais. Ça m'a montré que j'étais capable de faire des trucs. Là, tu dis, putain, mais en fait, je suis pas teubé, quoi. Et du coup, après, tu développes. Donc après, études de kiné, c'est tranquille. La kiné, franchement, enfin, en tout cas, à Nice, c'est tranquille. Donc après, tu sors kiné et en avant Guingamp. Hein. Après, faut bosser. Son rappel, tu as donc Master 2 préparation physique et réathlétisation. Master 2 en éducation, rééducation, recherche en sciences de la santé. Et la dernière casquette, Master 2 masso-kinésithérapie. Moi j'aime bien dire que c'est un master. Les gens ils critiquent, ils râlent parce qu'en fait le diplôme de kiné c'est pas un master en soi, tu vois, c'est un diplôme d'état. Mais comme c'est 5 ans, moi j'aime bien dire que c'est un master. Ça fait râler les gens, j'aime bien les voir râler. Ouais, puis bon après derrière continue quand même à te former au quotidien. Voilà, c'est pas t'as appris quelque chose en 5 ans et puis maintenant c'est acquis, on va dire. En plus, surtout qu'avec les nouvelles avancées technologiques, les nouvelles recherches, je pense que ça doit bouger quand même assez souvent. Ah ouais, moi, si tu veux, j'ai été paumé pendant 22 ans. Mais quand je suis rentré à l'école de kiné et tout, je savais ce que je voulais. Je savais que je travaillerais dans le sport, je savais que je ferais du musculo-squelettique. Et je savais, donc j'allais casser ces cours-là. Donc ça a créé des tensions un peu dans l'école, etc. J'ai dû trouver un peu des subterfuges là, pour réussir les autres examens, tu vois, parce que comme j'allais pas en cours, je connaissais pas. Mais je savais ce que je voulais, donc en gros, je payais des formations privées sur le musculo-squelettique. J'étais en avance, quoi. Tu vois, je suis allé me former. J'ai fait des formations américaines, j'ai fait des trucs. Je savais ce que je voulais. Je savais que je ferais pas de neuro. Et aujourd'hui, j'en fais pas. Tu vois, quand quelqu'un me contacte pour un AVC, Parkinson, sclérose en plaques, je réoriente direct. Je sais que je suis nul. Je veux dire, je vais pas m'inventer un truc. La respi, pareil. Bonjour, j'ai une embolie pulmonaire. C'est pas pour moi. Tu vois. Donc moi, je fais du musculo-squelettique. Je soigne les tissus, je soigne les articulations. Je fais de la performance. Je fais du sport pour les personnes lambda ou haut niveau, mais je sais ce que je vaux et je sais surtout ce que je sais pas faire. Et dans la santé, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient ce côté-là. Tu sais pas faire, tu risques de faire des dommages, quoi. Ouais, non, mais c'est bien d'avoir l'ouverture d'esprit. Toi qui es assez fermé, que tu disais, de pouvoir réorienter, vers des confrères ou consoeurs. Parce que, comme tu dis, voilà, avec la santé, on rigole pas. Il y en a qui prendraient pour l'argent, hein, tout simplement. De se dire, allez, je vais essayer quand même un petit peu, je lui prends 1 ou 2 séances, puis après, je réoriente si besoin, mais au moins, j'aurais fait un petit peu d'argent, quoi. Ouais, puis il y a une histoire d'ego, tu sais, c'est pas facile de dire, je sais pas faire. Reconnaître, je sais pas faire, tu vois, dire, bonjour, ah non, désolé, je sais pas faire. Des fois, c'est dur à dire, tu sais.
On a envie de dire, ouais, attends, quand même, je vais essayer pour voir et tout. Ouais, non, je sais pas faire. Je sais très bien ce que je sais pas faire. Le sujet du podcast, ça va être l'ego, finalement. Ouais, ça va être un peu ça, tu vois. Mais en vrai, moi, c'est presque le truc dont je suis le plus fier, tu vois. Alors, j'ai plein de copains, parce que j'ai quand même pas mal de copains qui sont dans la compète, etc., et qui comprennent pas forcément, tu vois. Donc, maintenant, en plus, que j'ai un peu évolué là-dessus, pareil, avec certains événements, tu te rends compte que être fermé d'esprit, c'est pas une grande idée. Donc, tu vois, je suis hyper ouvert. Ouais, mais non, le nombre de fois où je dis t'as raison à quelqu'un, alors que je dis n'importe quoi, je te jure. J'en ai plus rien à faire. En fait, c'est hyper agréable. La vie, elle est beaucoup plus simple, tu vois. Elle est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que les personnes dont la vie compte pour moi, enfin, en tout cas, ce qu'ils pensent de moi compte pour moi, ils savent qui je suis, tu vois. C'est un cercle très fermé. Pour te donner une idée, quand on s'est mariés, on était 30, tu vois, au truc. C'est une sélection très importante. Tu vois, il y a pas grand monde, quoi. Et dans les 30, il y a le photographe. Tu dirais, il y avait quasiment personne. Mais tu vois, ces gens-là, ils savent qui je suis. J'ai pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Tout le reste autour, c'est du bruit. Pour moi, c'est superflu. Tu veux penser que je suis bête, pense que je suis bête. Tu veux penser que je suis faible, pense que je suis faible. Tu veux penser que tu penses que tu veux. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai toujours sens que le matin, quand tu te lèves, la personne que tu vois dans le miroir, t'en es satisfaite et fière, du coup. Moi, je trouve qu'après le reste, c'est bon. Ça déroule. Ah ouais. Moi, j'ai décidé de mener une vie qui m'offrait des matins paisibles et la nuit aussi paisible. Je m'endors bien et je me lève apaisé, tu vois. Tant que c'est comme ça, si d'un jour je me lève stressé et tout, je me dirais, un jour ça va, 2 jours ça va. Si je me lève 3 jours stressé, je me dirais, pop. Il y a un truc qui va pas, il faut vite régler quelque chose. Là, il y a un truc à supprimer, il y a un truc à faire, ça va pas du tout. Et pareil la nuit, si je gamberge, j'arrive pas à dormir pour X ou Y raison, je me dis non mais là je peux pas vivre comme ça. Attends, je peux mourir demain, je vais pas mourir en étant stressé parce qu'il y a un mec sur Instagram qui m'a dit que mon post il était faux, quoi. C'est des délires comme ça. Ouais, c'est super flou. Je veux dire, mec, je m'en fous. Mais t'as raison. Moi, j'ai dit, ouais, bah, ok, t'as raison, très bien. Je rebondis justement là-dessus, tu me fais la belle passerelle. Parce que du coup, sur les réseaux, tu as publié un post très intéressant sur pourquoi les débutants progressent plus vite que les confirmés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la dynamique et cette fatalité où on peut continuer à progresser quand même longtemps ou non? Ouais. Bah en fait, il y avait une image, alors elle est pas de moi, mais je le pique. Il m'en voudra pas parce qu'il me connaît pas. C'est Michel Dufour qui avait pris cette image-là dans un de ses bouquins. C'est pour ceux qui s'intéressent au sport, etc. Je pense que c'est 3-4 livres là sur la performance, c'est des masterclass. Il avait dit en gros, il faut prendre l'image d'un tube de dentifrice. Un débutant, c'est un tube de dentifrice qui est plein. Peu importe où tu appuies, t'as du dentifrice qui sort. Tu vois, c'est facile. Alors que l'athlète de haut niveau, plus il est haut niveau, plus c'est un tube de dentifrice qui se vide. Et si tu veux réussir à avoir du dentifrice à la fin, il faut que tu appuies au bon endroit, que tu mettes les bonnes pressions. Tu vois que c'est hyper compliqué de le faire progresser pour finalement avoir très peu de dentifrice, tu vois. Et la réalité, c'est que c'est ça. Et le post que j'avais fait là, c'était spécifiquement sur les athlètes de force. Tu vois, c'est dans le développement de la force. Pourquoi, quand tu vas à la muscu, il y a le débutant, en 3 mois, il prend 10 kilos sur chaque barre. Et le confirmé, il lui faut 1 an et demi pour prendre 10 kilos sur ses barres, tu vois. Et du coup, il y avait cette histoire que quand tu débutes dans un sport, tu as cette espèce de potentiel caché où il y a tellement d'inhibition pour te préserver que tu n'as pas accès à toutes tes capacités. Tu vois, il y a un déficit. Et rapidement, avec l'entraînement, tu combles ce déficit. Donc, tu débloques de plus en plus ton potentiel qui est caché. Donc, tu progresses. Sauf qu'à un moment donné, ce déficit, il s'est réduit. Donc, ce que tu as à débloquer, c'est de plus en plus petit. Et ça te demande de plus en plus d'efforts. Et c'est pour ça que, en fait, avec l'expérience et la progression, bah, tu progresses de moins en moins vite et pour de moins en moins gros résultats, tu vois. Moi, demain, je dois avoir un 100 mètres en à peu près 12 secondes, tu vois. Je peux assez rapidement passer en 11,30. Voire peut-être en 2-3 ans passer à 11 secondes. Tu vas gagner 1 seconde sur mon 100 mètres. Mais Usain Bolt à 9,58 pour qu'il passe à 9,57. Probablement qu'il y arrivera jamais. Enfin, il a pris sa carrière, mais il aurait probablement jamais réussi, tu vois. Donc, à un moment donné, la quantité de travail qu'il faut faire pour le peu de gains qu'il y a, elle se réduit. C'est comme ça, c'est pour tout. Tu t'adaptes et c'est le principe du corps humain. Ça, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que dans le sport, tu sais que tu progresses quand faire la même chose, ça te demande moins d'énergie. C'est ça le progrès dans un sport, tu vois. Je prends une barre au bench, de développé couché de 100 kilos. Au début, si c'est ta première rep, enfin ton ARM, ça te prend 100% de ton énergie, tu vois.
Et puis avec l'entraînement, finalement, ça finira par prendre que 25% de ton énergie. Donc ça veut dire que tu as 75% des muscles que tu as développés avant qui ne te servent plus à rien. Donc si tu stimules pas ces 75%-là avec plus, tu les perds. Tu vois, c'est pour ça qu'en gros, les gens, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu démarres dans un sport, notamment la muscu, c'est à vie. Parce que c'est pas juste à un moment donné, je trouve après un moyen de me maintenir. Tu veux pas te maintenir. C'est soit tu stimules suffisamment pour progresser, soit si tu stimules pas assez, tu finis par régresser parce que comme tu deviens habitué, tu t'accommodes à la contrainte, ton corps il supprime finalement tout ce qui n'est plus nécessaire. Donc tu peux pas te stabiliser. Tu es obligé de chercher toujours à faire un peu plus. Et ça c'est à vie. Et ça c'est un truc qui est très ingrat avec la muscu par exemple. Tu t'entraînes très dur, tu prends, je sais pas, 1 centimètre de tour de cuisse ou de fesses pour les femmes, de pec ou de bras pour les hommes, tu vois. Et tu te dis, c'est bon, si toute ma vie je m'entraîne à ces charges-là, je les aurai. À un moment donné, tu t'es accommodé. Si tu restes toute ta vie avec ces mêmes charges-là, tu vas reperdre ça. C'est ça que si tu stimules pas les muscles, entre guillemets, qui t'ont permis, tu vas régresser automatiquement. Automatiquement. Tu finis par régresser. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est que tu es toujours obligé d'en faire plus. Ouais, donc le fameux mythe un peu de je me maintiens juste en forme, ça c'est faux. Ça n'existe pas, ça, tu peux pas le faire. Tu finiras par régresser. Tu peux maintenir une capacité, c'est-à-dire qu'en gros, si mon objectif c'est de pousser 100 kg, je peux maintenir mes 100 kg. Mais en termes de volume musculaire, ça marche pas. Ça finira par régresser. Donc tu garderas ta barre à 100, mais ton physique va dégonfler entre guillemets. Exactement. Parce que tu réussiras à la faire avec moins. Tu seras accommodé, donc tu auras besoin de moins de tissu musculaire pour faire ta barre à 100 kg. Donc tout ce qui est plus nécessaire, ton corps se sera adapté à cette charge-là et ça deviendra une banalité. C'est comme une VO2 max, tu peux la maintenir, mais finalement, il faudra que tu la stimules. Par contre, tu seras toujours capable de faire ton 10 km, quoi. Mais si tu le stimules pas assez, tu finiras à ta capacité, elle reste, mais tout ce qui sert à faire cette capacité-là va réduire. Intéressant. Et le mythe un peu du le débutant sur les 6 premiers mois, il prend et après, tu as une année de stagnation, on va dire, où les résultats ne sont plus là, où il faut justement dépasser ça. C'est ce que j'ai toujours entendu un peu c'est réel, dans la salle. En fait, c'est réel. C'est-à-dire que si tu veux, pendant les 6... En fait, on sait qu'en gros, l'hypertrophie, elle apparaît... En gros, tu vas progresser. Imaginons qu'on prenne quelqu'un qui fasse de la musculation. On a des facteurs nerveux qui progressent beaucoup plus vite que les facteurs structuraux, donc périphériques qui se voient, quoi. En gros, tu vas pousser plus lourd avant que tes muscles gonflent. En gros, c'est ça que ça veut dire. Parce que tu vas lever les barrières neurologiques, donc ta capacité de ton cerveau à produire de la force, beaucoup plus vite que tu vas engendrer des adaptations au niveau de ton muscle. Donc tu vas devenir plus fort avant de devenir plus musclé, si on peut résumer comme ça. Puis au bout d'à peu près 8 à 10 semaines, tu vas avoir ton muscle qui va commencer à grossir. Tu vas avoir tes premières adaptations structurelles, tes premières adaptations au niveau du muscle. Et là encore, tu as tellement à gagner que tu vois, il suffit de pas grand-chose. Il suffit d'appuyer un tout petit peu sur le tube pour avoir du dentifrice. Donc tu gonfles. Mais après, c'est là où ça devient un peu plus touchy. Parce qu'une fois que tu as débloqué en gros ces 20 premiers pourcents de progression assez vite, et le reste, il faut aller les chercher, quoi. C'est plus pareil. Tu as besoin de stimuler plus, différemment. Parce que ton corps, il s'est accommodé à ta charge de départ. Et du coup, si tu veux qu'il continue à s'adapter, à progresser, à évoluer, il faut lui en donner plus ou mieux. Tu vois, parce que quand je dis plus, ça veut dire que moi, par plus, j'entends une stimulation plus importante. C'est pas un volume plus important. Il faut pas en faire plus dans le terme de nombre. Il faut en faire plus en termes de stimulation pour le corps. Il faut plus intense, plus long pour l'endurance, plus fréquent. C'est rarement plus en volume, tu vois. D'ailleurs, plus tu progresses, généralement moins tu fais de volume, notamment en musculation. Parce que un bodybuilder, par exemple, ça c'était un mythe aussi, tu vois. Enfin, un mythe. C'est pas vraiment un mythe, mais combien de séries il faut faire, tu vois. Et il y en a plein qui, comme tu disais, on commence la muscu, je pense qu'on y est tous passés, 4x10 sur 4 exercices, tu vois, le 4x10, je sais pas, il a été gravé dans le marbre et tous ceux qui démarrent la muscu, ils ont un jour un 4x10, tu vois. Et après, 4x10, ok, j'ai progressé, et au bout d'un moment, je stagne. Donc la réflexion de base, c'est de dire, au lieu de faire 4 séries de 10, j'en fais 5, tu vois. Ouais, moi, j'aurais plus augmenté les charges, mais... Ouais, augmenter les charges, c'est une histoire plus importante, mais le problème, c'est qu'augmenter les charges, généralement, du coup, tu vas un peu réduire le nombre de répétitions au début. Au début, ouais, bien sûr. Et après, ça peut. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, au lieu d'augmenter le volume, il faut chercher à augmenter l'intensité. Le volume, ça n'a jamais été le facteur de développement prioritaire.
Sinon, faut pas t'arrêter à 5 séries, mon gars. Faut en faire 100, tu vois. Si c'est plus j'en fais, plus je gonfle, t'arrêtes pas à 5. Ce serait con, tu vois. Fais 100 séries. Non, ce qui fait l'hypertrophie, ce qui te permet de gagner de masse musculaire, c'est l'intensité avec laquelle tu vas solliciter ton muscle. Et ça, il y a que la charge, tu vois. Faut aller proche de l'échec, etc. Mais plus tu vas proche de l'échec, plus c'est stimulant, mais plus c'est aussi sollicitant pour ton système, et moins tu peux en faire. Les bodybuilders pro, alors ça dépend, ils s'entraînent un peu tous un peu différemment, mais globalement, ils font de moins en moins de séries. Tu vois, de moins en moins. Et même chez les powerlifters, moi qui ai un peu commencé la force sur le squat, le bench et le deadlift, j'en fais 2-3 fois par semaine, tu vois, de ces mouvements-là. Tu prends les tops mondiaux, ils font très rarement, en tout cas à haute charge, un squat, un bench ou un deadlift, ces mouvements-là. Ils travaillent énormément sur tous les à côté et une fois de temps en temps, ils s'envoient une grosse stimulation sur un deadlift. Mais parce qu'ils tirent 400 kilos. Ils peuvent pas tirer 400 kilos toutes les semaines, sinon les mecs, ils finissent... Ouais, non, bien sûr, oui. Ils préfèrent travailler sur tout ce qui est muscles annexes, entre guillemets, qui vont te permettre, muscles un peu profonds, tout ça, qui vont te permettre d'être capable de soulever ces charges-là. Mais voilà, que de les travailler directement... tu peux pas. Tu peux pas. Quand tu es capable de mettre plus d'intensité, tu es forcément obligé de réduire le volume. Ça va, c'est l'inverse. Relation inverse. On va passer un petit peu sur ton mémoire que tu as soutenu. C'était sur l'entraînement de la proprioception après une entorse latérale de cheville. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est la proprioception pour commencer et pourquoi est-elle si importante? Ah ouais, la proprioception en gros c'est la capacité de notre cerveau à percevoir des informations qui viennent de l'extérieur et d'y apporter une réponse adéquate. Donc ça peut être différents types de signaux. Je peux décider, par exemple je serre la main à quelqu'un. Tu sais. Quand je vais serrer la main à quelqu'un, je sais à peu près à quel niveau de force je dois serrer la main. Ouais. Sinon je vais lui broyer la main ou alors je vais l'avoir la main toute molle. Ça, c'est de la proprioception. C'est-à-dire que je prends une information de l'environnement, je vais devoir serrer la main, j'ai mes capteurs qui sont dans ma main et quand ils rentrent en contact, donc mes capteurs de pression qui sont dans mes muscles rentrent en contact avec la main de l'autre personne, mon cerveau, il envoie une réponse adaptée du niveau de force avec laquelle je vais serrer. Si t'as pas une bonne proprioception, typiquement, les personnes qui ont des atteintes au niveau cérébral, donc post-AVC ou des choses comme ça, quand ils te serrent la main, c'est tendu. T'es assez pressé qu'ils te la lâchent, quoi, tu vois. Donc ça, c'est un déficit de proprioception. Tu vois. Il y a des capteurs articulaires, tu vois, positionnels. C'est-à-dire qu'en gros, si je ferme les yeux et que je place mon bras à 90 degrés, mon cerveau, il doit savoir qu'il est à 90 degrés. Je dois être capable de repérer mes membres dans l'espace. Ok. Ça, c'est des informations qui viennent de l'extérieur et mon cerveau, il m'envoie une représentation correcte de l'emplacement de mes membres dans l'espace. La proprioception, c'est aussi de savoir à quel moment mon amplitude articulaire se termine et à quel moment je dois arrêter le mouvement. C'est là où surviennent par exemple les blessures sur une mauvaise proprioception. C'est-à-dire que ma cheville, elle est capable de partir en inversion et je sais qu'elle va résister jusqu'à un certain degré. Si elle dépasse cette amplitude-là, je me fais l'entorse. Je me lèse mes ligaments latéraux. Si tu as un déficit de proprioception et que c'est pas assez entraîné, finalement, tu vas te la tordre fréquemment parce que ton cerveau va pas renvoyer la réponse adaptée de je m'arrête à cet endroit-là. Tu vois, il va aller toujours trop loin. Donc la proprioception, en fait, c'est extrêmement vaste. Ça peut être, c'est ce qui régule le fonctionnement du corps humain, tu vois. Même à l'intérieur de soi-même, tu vois, quand je suis dans un environnement qui est chaud, mon cerveau va capter l'information de la chaleur et va en contrepartie engendrer des régulations, tu vois. Donc la proprioception, c'est ça, c'est être capable pour notre cerveau de capter les signaux qui viennent de la périphérie et d'y envoyer une réponse adaptée. C'est des boucles, en fait. Boucle proprioceptive, ça s'appelle. Et t'en as sur plein de capteurs, quoi. Donc moi, ce mémoire, en fait, il aurait jamais dû être fait. C'est encore un moment où j'étais encore un peu bête, tu vois. Mais en gros, c'est que j'aimais pas. Enfin, je trouvais que les kinés, la manière dont ils rééduquaient les entorses de cheville et la proprioception était fausse. C'était l'époque où, en gros, bon, maintenant ça a un peu changé, mais en gros, dès que tu devais faire rééduquer une entorse de cheville, tu te retrouvais sur un Bosu ou une plateforme instable, un plateau Triman et tu devais tenir en équilibre. Tu vois. Et en gros, ça tourne autour de ça. Et il disait, on fait de la proprioception. Et du coup, ça suffisait à rééduquer l'entorse de cheville. Alors c'est vrai, ils font de la proprioception puisqu'ils stimulent des récepteurs. À partir du moment où tu stimules des récepteurs, tu envoies des informations au cerveau, il répond, c'est de la proprioception. Mais est-ce que c'est efficace dans la rééducation d'entorse de cheville? Ça, c'est beaucoup plus discutable, tu vois.
Et moi, en gros, j'étais parti en guerre, quoi. J'ai dit, je vais leur montrer qu'ils ont tort. Donc, du coup, j'ai fait ce mémoire-là, tu vois. J'avais étudié toute la revue de littérature sur qu'est-ce que la proprioception et qu'est-ce qu'il faut faire sur une entorse de cheville, qu'est-ce que disait la science. Et après, j'étais allé voir des kinés pour leur demander qu'est-ce que vous faites. Et après, je comparais ce qu'ils font avec ce que la science avait sorti comme information. Voilà. Voilà comment ce super mémoire a eu lieu. C'était catastrophique. Est-ce que c'est un problème fréquent chez les sportifs ou même chez le grand public? Ah ouais. Ouais, parce que si tu veux, tu peux entraîner la proprioception et après tu peux chercher à développer ta proprioception. À partir du moment où tu fais quelque chose, tu travailles ta proprioception. Parce qu'il y a forcément un signal qui vient et une réponse qui sort. Tu vois? Maintenant, si tu veux développer ta proprioception, ça veut dire que tu dois incrémenter un nouveau signal pour entraîner une nouvelle réponse. Ou alors, le même signal, mais avoir une réponse mieux adaptée. Et là, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes la personne dans des situations où elle va faire face à des nouvelles contraintes. Pour ensuite que son cerveau s'habitue à y répondre à ces nouvelles contraintes et développe du coup de nouvelles boucles proprioceptives. Donc ça, c'est pas forcément bien fait parce que très souvent, on répète constamment la même chose, quoi. Il n'y a pas assez de variété. Tiens, c'est un peu le problème. J'en discutais la dernière fois avec un ami, souvent il va me tuer parce que souvent je parle pas mal de lui, mais comme c'est le plus récent, c'est un powerlifter extrêmement fort qui s'est blessé sur le bench. Il fait un bench, il fait des benches à 182 quoi, kilos. Ça commence à paraître. Donc il s'est blessé le pec, tu vois. Et en fait, le truc c'est que lui-même il a fait la réflexion parce qu'il est brillant, tu vois, il est aussi il est coach, etc. Enfin c'est un mec brillant. Et il faisait la réflexion, il disait putain, ce jour-là le banc c'était pas le même. Tu vois, le banc pour le développé que j'ai, c'était pas le même. Donc la position qu'il avait sur ses épaules n'était pas les mêmes. Donc son placement n'était pas le même. Et donc du coup, l'angle avec lequel il a dû pousser la barre n'était pas le même que d'habitude. Donc il a sollicité des fibres musculaires qui n'étaient pas les mêmes qui sont sollicitées d'habitude. Et forcément, quand tu leur mets 182 kilos sur la gueule, elles ont pas kiffé, ça a lâché, quoi. Mais tu vois, c'est là où là il y a un manque de proprioception. Alors les gens vont dire c'est un manque de force, mais la force fait partie de la proprioception, tu vois. Donc il manquait de force sur ces fibres-là. La réponse de son cerveau n'a pas été à la hauteur de la demande, tu vois, sur cet angle-là, parce que ce jour-là, il était face à des contraintes qui étaient nouvelles. Et comme il n'y a pas été entraîné, ça a cédé. Donc, c'est le problème de la spécialisation. Mais comme tu es obligé d'être spécialiste pour performer, très souvent, les athlètes de haut niveau manquent de proprioception. Ils sont très très forts dans les gestes qu'ils font quotidiennement. Ils ont une proprioception exceptionnelle. C'est-à-dire que tu prends un mec qui fait du saut de haie, le mec, il est capable de te représenter la hanche de manière parfaite, tu vois, dans l'axe. Il sait exactement où se placer pour passer la haie. À la vitesse où il va pour sauter la haie, il est exceptionnel. Mais si tu lui demandes un petit peu la proprioception dans des angles un peu différents de ce qu'il va avoir l'habitude de faire, donc c'est-à-dire complètement dans l'axe, là, il est beaucoup moins bon. Tu vois, donc, ouais. Parce qu'il est entraîné vraiment que sur un mouvement, ouais. Une caractéristique de distance, etc. Maintenant, donc en gros, ce qu'il faudrait faire, c'est être beaucoup plus polyvalent. Ça dépend, oui. Pour 99% de la population, oui. Pour le 1% du top niveau, eux, ils sont obligés d'être spécialistes. Mais il faut réussir à mettre dans l'entraînement des contraintes de temps en temps, parce que sinon, ils deviennent plus spécialistes, mais des contraintes qui viennent solliciter d'autres fonctions du système, d'autres angles, d'autres fibres musculaires, d'autres espaces articulaires. Il faut venir à un moment donné solliciter ces choses-là parce que sinon, encore une fois, comme on l'a dit, si c'est pas sollicité, ça disparaît. Si ça disparaît, c'est faible. Si c'est faible, c'est à risque de blessure. Mais c'est là où c'est compliqué parce que il faut qu'il soit spécialiste, mais en même temps, il faut mettre un peu de variété. Il faut qu'il soit fort, mais en même temps, il faut qu'il soit mobile. Enfin, tu vois, après, c'est tout l'art d'entraîner le haut niveau. Hein. Mais clairement, pour la population générale, la spécialisation est pas bonne. Il vaut mieux être un peu bon dans tout. Ah oui, clairement. Que être spécialisé dans un seul domaine. Si on enlève, maintenant ça a évolué, donc il faut un peu changer ce discours. Mais si la gestion de la charge d'entraînement est bien faite, le CrossFit c'est probablement le meilleur sport pour la santé. Ouais, parce que c'est hyper complet. Il y a tout, tu vois. Donc tu sollicites différents angles, dans différentes directions, dans différents plans, t'as de la course,
Tu montes à la corde, tu marches sur les mains, tu soulèves des barres, etc. Le problème, c'est la gestion. C'est-à-dire qu'il y a un tel engouement quand tu rentres dans une salle de CrossFit. Bon, moi, j'ai fait que 2 séances, hein. Mais je l'ai senti tout de suite. Tu vois, il y a une telle ambiance, une telle atmosphère que, putain, t'as envie de tout le temps envoyer. Tu vois? Et c'est là le piège. C'est que tu satures très très vite, tu te blesses très très vite. Mais sinon, dans la création du sport, moins il y a de contraintes, mieux c'est. L'escalade, c'est super. L'escalade, on te demande juste de grimper. Comment, on s'en fout, tu vois. Plus il y a de liberté de mouvement, mieux c'est. La gymnastique, c'est top, tu vois. Moi, je pense que voilà, il faut très rapidement mettre les gens, en tout cas dès l'enfance, sur des sports libres, tu vois, sans trop de code. Le pire, c'est le sprint. La course à pied, il n'y a rien de pire. Course à pied, en plus, si tu regardes les gens autour d'un stade, ils courent toujours dans le même sens. Il y a aucun moment, ils se disent, tiens, je vais essayer dans l'autre sens. Ah, c'est pas faux, ouais, tu vois parce que comme tu tournes, tu mets des contraintes différentes, tu vois. C'est rien que ça déjà. Non, les mouvements où il y a trop de règles, c'est plus il y a de contraintes, plus tu mets ton organisme dans une case, plus tu sollicites toujours les mêmes fibres musculaires, les mêmes muscles, les mêmes trucs, etc., aux mêmes intensités, et plus tu es à risque de blessure. Est-ce que tu peux nous décrire un protocole type d'entraînement proprioceptif que tu recommandes à tes patients? Ouais, ça va dépendre la pathologie. Mais en gros, si on devait avoir un les schéma... exercices les plus efficaces pour renforcer un peu la capacité. Disons que si on prend une articulation, la priorité, on va dire, c'est d'avoir suffisamment d'amplitude articulaire, donc de mobilité, pour les activités qui vont être faites au quotidien. Je prends un exemple tout simple. Moi, j'ai pas besoin de la même mobilité de hanche qu'une gymnaste ou qu'une personne qui fait la natation synchronisée. Tu vois, on n'a pas besoin de la même chose, on fait pas chose au quotidien. Elle se tape des grands écarts toute la journée, moi, pas du tout. Donc, il faut déjà définir les besoins. Ok, de quoi j'ai besoin en termes de mobilité sur chaque articulation. Une fois que c'est fait, j'ai défini les besoins, qu'est-ce que j'ai comme mobilité. Donc là, ça demande un bilan précis de la mobilité qui est disponible, principalement sur 3-4 articulations, notamment l'épaule, le rachis, les hanches et les genoux, tu vois. Comment je me comporte à ce niveau-là. Et si j'ai pas ce qu'il faut, pour moi, c'est la priorité. Compléter ces amplitudes articulaires-là. Tu vois, il faut que j'ai des amplitudes articulaires qui correspondent à mes besoins quotidiens. Une fois que j'ai développé les amplitudes articulaires-là, quels sont les niveaux de force dont j'ai besoin? Il faut que mon système nerveux, il soit capable de produire certains niveaux de force. Et sur ça, il y a des barèmes, tu vois. On peut très facilement partir sur... En gros, on prend 3 mouvements parce que de toute façon, on s'en fout du mouvement pour ce qui est de la force, puisque c'est une capacité générale. C'est qu'est-ce que mon système nerveux est capable de produire. Mais des mouvements globaux, comme si je prenais par exemple un squat, un deadlift et un bench, par exemple, imaginons, il faut que tu sois capable de squatter en RM à peu près un truc comme 1,5 fois le poids de ton corps, à peu près de tirer 1,5 fois 2 fois ton poids du corps, et sur le bench de faire à peu près ton poids du corps, tu vois. Si tu as ça, tu sais que déjà tu as ton système nerveux qui a des capacités qui sont suffisantes pour le quotidien. Encore une fois, après, ça dépend ce que tu fais, hein. Des fois, il faut un peu plus, mais en gros, c'est déjà pas mal. Ensuite, il faut donc amplitude, niveau de force du système nerveux. Ensuite, il y a volume musculaire. On sait que le muscle, c'est l'organe de la longévité, donc il faut un certain volume musculaire. Donc tout le monde, à mon sens, devrait passer par une activité qui développe la masse musculaire, homme ou femme, hein, on soit bien d'accord. Donc amplitude, force, volume musculaire. Et ensuite, il faut un minimum d'endurance. Sans aller chercher à courir un marathon. Hein. Souvent, quand je discute sur l'endurance, les gens ils disent « Ouais, j'aimerais faire un 10 km. » Mais 10 km, c'est énorme. Les gens ils se rendent pas compte. C'est devenu une performance banale, genre 10 km. Ouais, c'est vrai que tout le monde convoitise un peu le 10 km. Ouais. 10 km, c'est dur. Hein. Je veux dire, c'est long, 10 km. Hein. C'est, pour la majorité des gens, c'est entre 1h et 1h30, tu vois. Donc, c'est long. Mais tu vois, partir sur un 5 bornes, c'est suffisant, quoi. Donc, en gros, moi, voilà, la personne en bonne santé, elle est capable, voilà, de mobilité articulaire selon tes besoins. Tu as complété ta mobilité articulaire. Ça sert à rien de mettre des mouvements de force sur des articulations qui bougent pas bien. Donc, il faut bien bouger. Il faut rendre tes articulations capables de faire ce que tu leur demandes. C'est la priorité. Une fois que ça bouge bien, qu'est-ce que mon système nerveux est capable d'envoyer en termes d'influx? Une fois que je bouge bien et que mon système nerveux est capable d'envoyer de l'influx, je peux développer ma masse musculaire. C'est facile. J'ai mes amplitudes, j'ai mes niveaux de force, tout va bien. Je développe ma musculation. Et à côté de ça, en parallèle, j'ai mon activité cardiaque, quoi. Et là, tu vis paisiblement jusqu'à 100 ans. En tant que préparateur physique, comment tu intègres la proprioception dans tes programmes d'entraînement?
Bah, comme ça. Ouais, tout dépend vraiment Ouais, comme ça. C'est-à-dire que... des critères de la personne, quoi. Exactement, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, je prends en fonction de l'activité qu'elle fait. Moi, je me renseigne, j'étudie. Si c'est... Bon, là, j'ai de plus en plus les mêmes athlètes qui me demandent, donc je connais de mieux en mieux la discipline, donc j'ai plus trop besoin de faire mes recherches, c'est ce qui est nécessaire. Mais quand c'est des activités que je connais pas, je me renseigne, de quoi j'ai besoin, que ce soit quelles sont les blessures les plus fréquentes, quelles sont les articulations les plus sollicitées, dans quelles angulations ils vont, etc. J'ai besoin de savoir ces données-là. Et ensuite, on fait un bilan. Ok, donc ça, c'est ton point B, c'est ce dont tu as besoin. Et toi, ton point A à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce que tu as. Il faut que le bilan il soit précis. Et une fois que j'ai mon point A et mon point B, c'est beaucoup plus facile pour moi de tracer le chemin entre les deux. Ok, il faut qu'on développe ça en priorité. Ensuite, on passera sur ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Mais généralement, ouais, la mobilité articulaire, c'est un des premières barrières à lever. Ouais. Souvent, ça bouge pas bien. Là, tu dis que tu as du coup les mêmes sportifs. C'est dans quel domaine? Ah bah là, en ce moment, c'est la mode de l'Aerox. Ouais. Donc j'ai, pas si on s'appelle comme ça, mais j'ai des Aeroxers. Je sais pas Je sais même pas le nom. Je sais pas si on peut les appeler comme ça. J'avais beaucoup de personnes dans les sports de combat, forcément. J'en avais pas mal. J'ai des footballeurs, j'avais beaucoup travaillé avec les volleyeurs. Là, en ce moment, comme je tiens un truc avec un pote sur le basket, je commence un peu à me connaître sur le basket. Mais ouais, sinon, CrossFit, Aerox, course à pied, des trucs... truc un peu à la mode du moment, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les gens, ils découvrent un nouveau sport, ils s'y mettent à fond, ils se blessent. Le classique, quoi. Donc, ils se blessent, ils viennent me voir. Voilà. Moi, ça fait du boulot. Ouais, mais moi, j'ai pas à me plaindre du travail, mais c'est vrai que comme il n'y a pas de nuance dans l'activité des gens, bah, ils se blessent, quoi. Est-ce que tu penses que la proprioception joue un rôle au-delà des blessures? Par exemple, un peu dans la performance sportive ou la gestion de l'équilibre au quotidien? Ah bah oui. Bah, l'équilibre, c'est une branche de la proprioception. Être capable que ton cerveau perçoive des signaux sur la structure sur laquelle tu es en train de marcher, l'environnement dans lequel tu te situes, et y envoyer les réponses adaptées pour te maintenir debout, c'est purement un aspect proprioceptif. Et après, dans l'équilibre, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a la proprioception, il y a l'oreille interne, il y a l'aspect visuel, tu vois. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Si je te ferme les yeux ou pas, les repères visuels, tout ça, ça change. Il y a la musculature. Est-ce que j'ai la force? Tu vois, ça, c'est un truc, c'est notamment responsable des chutes chez les personnes âgées. C'est la perte de niveau de force. C'est-à-dire que, en gros, je suis en train mon pied glisse, tu vois, ou tu vois, quand tu montes les marches, mon pied a tapé la marche. Donc, c'est qu'il faut que rapidement, je reprenne appui. Quand tu as les niveaux de force nécessaires, mon cerveau sait qu'il doit le faire. Et il peut le faire. Mais chez la personne âgée, il sait qu'il doit le faire, mais il peut pas le faire. Mais il y a une réponse qui est bien trop lente. Et il y a une réponse qui est trop lente, tu tombes. Tu vois? Donc, l'équilibre, c'est clairement, la proprioception de l'équilibre, d'ailleurs, c'est pour ça que l'entraînement de la proprioception, à un moment donné, était réduit à l'entraînement de l'équilibre. Et c'était ça l'erreur que je voulais mettre en avant. C'est que l'entraînement de la proprioception, c'est pas de l'équilibre. Ça influence l'équilibre, mais faire de l'équilibre, ça améliorera pas ta proprioception sur un terrain de foot, quoi. Oui, si tu fais juste comme tu dis, voilà, maintenir sur un pied, sur un ballon d'équilibre, je sais pas comment ça s'appelle. Sur un WAF, un ballon d'équilibre, un coussin de proprioception. Tu vois, ça on en est arrivé au fait que bon, maintenant, je crois que j'en ai plus jamais vu dans les cabinets, mais en gros, il y avait des coussins gonflés d'air où tu mettais le pied dessus, ça s'appelait, alors la marque, c'était WAF, et ça s'appelait un coussin de proprioception. Déjà, rien que dans le nom, c'est faux. Oui, il y en a encore dans certains cabinets, je te rassure. Ouais. C'est à la rigueur, tu peux appeler ça des coussins d'instabilité, si tu veux. Ça crée de l'instabilité. Exact, ouais. Tu peux pas appeler ça de la proprioception, quoi. C'est trop réducteur. Trop réducteur. C'est pas mauvais, hein. Je dis pas qu'il faut plus jamais le faire. Je dis juste qu'il faut pas limiter la rééducation à ça, quoi. Et comment on peut évaluer un petit peu la qualité de la proprioception chez quelqu'un? Est-ce qu'il y a des tests un peu simples à faire chez soi, par exemple? Si moi, maintenant, je veux savoir si j'ai une bonne proprioception, qu'est-ce que je devrais faire? Ah, ça, c'est excellente question. Parce qu'en fait, comme il y a ça va dépendre du signal que tu veux étudier. Imaginons que tu veux étudier l'équilibre. Il y a plein de dérivés, tu vois. Rien que te mettre, moi, j'aime bien les faire tester. C'est tu te mets debout, un pied l'un devant l'autre, donc tu as les orteils qui touchent le talon de l'autre pied, tu vois. Et tu dois essayer de tenir dans cette position-là, les yeux ouverts, les yeux fermés. Tu vois, ça, c'est un test simple, mais c'est pour l'équilibre, tu vois. Tester l'amplitude articulaire, c'est un test de proprioception. Tu vois.
Est-ce que tu touches tes pieds? C'est un test on appelle ça un test de souplesse, mais on peut très bien dire aussi que c'est un test de proprioception. Quel est le niveau d'amplitude articulaire que j'ai au niveau de ma hanche, au niveau de mon rachis, au niveau de mes genoux, au niveau de mes chevilles, tu vois? Donc quel capteur je vais venir solliciter? Plus je sollicite de capteurs, meilleure est ma proprioception. Là, j'ai un ami qui m'avait fait faire un test là. J'ai absolument pas réussi le test. En gros, tu te mets à quatre pattes et tu dois avoir 20 cm. Tu formes un espèce de carré. T'as 20 cm entre tes mains, entre tes deux mains et entre tes deux genoux. Et t'as à peu près 40 cm entre ta main et ton genou de chaque côté. Ça, c'est pour mettre un cadre. Et tu dois réussir à tendre le bras et la jambe du même côté. Ok. En restant droit, je suppose. En restant droit, évidemment. Voilà. Donc là, il me disait, il y a des gens qui arrivent que d'un côté, il y a des gens extrêmement forts, entre guillemets, qui arrivent des deux côtés, et moi, j'ai réussi d'aucun côté. Est-ce que tu travailles dessus pour réussir l'autre côté? Ah bah, ouais, j'ai réussi aucun côté, donc autant te dire que moi, je travaille... Aucun, zéro, j'ai fait rien. J'ai qu'un côté. Ah non, j'ai réussi aucun côté. Et donc, autant te dire que oui, ça fait partie de ce que je disais au début du podcast, c'est-à-dire que je peux pas rester vivant, je peux pas rester en sachant que je peux pas faire quelque chose. Ouais, sur un échec, quoi. Savoir que mon corps est pas capable de faire un truc qui devrait être réalisable, ça je peux pas. Donc ouais, effectivement, je m'entraîne. Dans ce cas-là, pour s'entraîner à faire ce mouvement, tu t'entraînes que sur le mouvement-là, ou tu mets des autres exercices en place pour justement solliciter d'autres muscles qui vont te permettre de réussir cet exercice-là? Sur celui-là spécifiquement, si tu veux, je m'entraîne, je réduis la contrainte. Je pars de beaucoup plus facile, donc je me déleste, j'apprends le contrôle, tu vois, je le fais en fermant les yeux pour que mon cerveau, il enregistre, il capte, tu vois, où doivent se mettre les centres de pression, etc., pour venir bouger. Donc pour ce mouvement-là, ouais, je fais de manière, je répète le mouvement en diminuant la contrainte et tout doucement, je vais la réaugmenter, tu vois. Mais en fonction de ce que tu veux travailler, de l'aspect proprioceptif que tu veux travailler, tu vas avoir besoin de passer par d'autres chemins. Ça va dépendre. La proprioception, c'est une histoire de contexte. Ouais, et puis c'est hyper vaste, quoi. En fait, c'est la base du mouvement humain. À partir du moment où tu fais un mouvement, tu as besoin de proprioception. Oui, puis ce qu'il y a, c'est on se cantonne toujours un peu, pour la plupart des gens, au même mouvement quotidien. Ouais. On va pas chercher à débloquer d'autres compétences, on va dire. Ouais. Voilà, c'est toujours un truc standard, hein. Faire le repassage, le ménage, les courses, etc. C'est des mouvements lambda, quoi. Mais ça, tu vois, quand tu répètes le mouvement quotidien, tu as une excellente proprioception dessus. Tu vois, moi, c'est vrai que je reste beaucoup dans le sport, mais ce serait... Je veux pas être... Mais en gros, quelqu'un qui passe, je sais pas, quelqu'un qui fait le ménage et de repassage tous les jours, elle peut te repasser un vêtement les yeux fermés. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Son cerveau sait très bien où situe sa main sur le fer, où situe le fer sur le truc, la pression qu'elle est en train d'appliquer sur le fer à repasser et comment elle repasse. Tu vois? Elle a une proprioception cette personne-là a une proprioception extrêmement développée sur ce geste-là. Moi, je prends un fer à repasser, c'est une catastrophe. Tu vois? C'est catastrophique parce que j'ai jamais fait ce geste-là, donc j'ai pas la bonne proprioception, tu vois? Un skieur, tu prends les skieurs de haut niveau, tu vois, ceux qui regardent un peu les compètes, à chaque début de course, ils se font la course dans la tête. Tu vois? Et ils savent exactement, dans ce virage-là, quelle pression ils vont mettre sur la jambe droite, comment ça va se faire, etc. Ils ont une proprioception exceptionnelle. Moi, quand je me mets à skier, je sais même pas ce que je fais. Tu vois? Je suis incapable de savoir. Donc, en gros, la proprioception, plus tu vas répéter un geste, meilleure sera ta proprioception sur ce geste. Pas de manière globale, hein, mais sur ce geste-là, tu seras... Sur ce geste-là, ouais. Donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut revenir à de la variété. Ça me fait penser d'ailleurs à un truc. Les personnes qui sont aveugles ou malvoyantes, j'ai pu faire un restaurant dans le noir, tout simplement, servi uniquement par des gens aveugles ou malvoyants. Et c'est là que tu te dis quand même que c'est impressionnant. Parce qu'en fait, ils te font le service sans avoir besoin de mettre une main sur ton épaule pour savoir où tu es, etc. Ils connaissent le restaurant par cœur. Il n'y a pas une cuillère qui est tombée au sol. Il y a rien. Et toi, t'es là et tu te dis, waouh, comment je vais manger? Alors, au début, tu sais, je me suis dit, je vais commencer avec ma fourchette. Hyper compliqué. Ah ouais? Hyper compliqué parce que du coup, c'est des choses que tu sais faire au quotidien. Voilà.
manger dans ton assiette, machin. Mais une fois qu'on t'enlève un sens, c'est hyper compliqué. Alors t'es là, tu tâtonnes un peu pour trouver ton assiette, alors que tu sais qu'elle est devant toi, mais hyper complexe, quoi. C'est vrai que ça doit être drôle. Si c'est filmé, tu sais, genre avec une caméra infrarouge et que tu as la vidéo après de ton repas, je pense que ça doit être très drôle à voir, quoi. Je veux dire, tu dois avoir l'air. Non, mais ça, tu l'as pas, mais ouais, ça peut être drôle. Mais tu vois, là, c'est un point clé de la proprioception. C'est comme je te disais, c'est qu'il y a plein de récepteurs différents. Et que nous, par nos habitudes, on se concentre sur un certain nombre de récepteurs. Et quand on nous les enlève, on est paumé. Tu vois? Alors que la personne qui a perdu la vue, elle a appris à utiliser d'autres capteurs et elle se retrouve tout à fait performante, quoi. Tu vois? Et c'est ça la magie de la proprioception. C'est entraînable. Déjà, c'est cool d'avoir un facteur entraînable. Tu sais que tu peux agir dessus. Et ensuite, c'est hyper varié, c'est hyper vaste. Quel conseil tu donnerais un petit peu pour sensibiliser là-dessus et motiver les gens à travailler sur la proprioception? Si tu comprends ce qu'est la proprioception et que tu sais l'entraîner, tu performes plus et tu te blesses moins. Ça suffit, non? Comme argument. Ouais, il n'y a pas besoin. Tu vois, c'est deux facteurs très intéressants. Tu vois, je veux dire, voilà. C'est sûr qu'après, si tu comprends pas ce qu'est la proprioception et que tu te cantonnes à faire de l'équilibre ou des choses comme ça, tu fais de la proprioception, mais tu la développes pas. Tu vois. Mais développer sa proprioception, ça revient à développer sa force, ça revient à développer sa mobilité, ça revient à développer son équilibre, ça. Donc, développer sa proprioception, c'est juste devenir un meilleur humain. Donc, une meilleure version de soi-même. Ouais, c'est. Donc, voilà, l'argument, enfin, moi, j'ai pas mieux comme argument que de devenir un meilleur humain, quoi. Ouais, alors, ça marche pas sur l'aspect psychologique et un meilleur, à être un homme de bien, hein. C'est juste un meilleur humain physique. Ouais, après, c'est là où il faut être complet et travailler un petit peu tous les aspects. Mais en termes d'être humain physique, développer la proprioception, c'est devenir un meilleur être humain physique. Ok, écoute, vachement intéressant la proprioception. Je connaissais pas moi-même, tu vois, c'est en lisant un petit peu que c'était ton sujet de thèse, je me suis dit tiens, pourquoi pas en parler? À mon avis, je pense qu'il doit y avoir d'autres personnes qui ne connaissent pas non plus. Ouais, non, c'est un sujet vaste. La recherche continue dessus. Moi, j'ai pas trop suivi encore, mais la recherche évolue, donc je pense qu'on va ça va encore s'éclaircir. C'est encore un peu abstrait. On va passer un petit peu sur les questions de fin que j'aime bien faire. Ouais. Alors moi, c'est pas un sous-côté sur-côté. Dommage, c'est facile ça. Mais c'est des questions tout aussi sympas. Selon toi, quelle est la meilleure source de protéines? Il faut que je donne un aliment? Ouais. Pour moi, je pense le blanc de poulet. C'est ce que t'aimes manger ou c'est ce qui est globalement pour toi le... Non, c'est ce que je pense. Après, alors, tu vois, dans les je sais ou je sais pas, je te disais à un moment dans le podcast, je suis pas nutritionniste. Mais de ce que j'ai pu lire, etc., pour moi, c'est ça, quoi. C'est la viande. Protéines animales, ouais. Selon toi, quel est le meilleur exercice polyarticulaire? Waouh. Le deadlift. Ça entraîne quoi? En gros, l'avantage, c'est que c'est un mouvement de musculation c'est le mouvement de musculation qui recrute le plus de muscles. Donc, tu entraînes le plus de muscles et c'est du coup celui qui te permet de générer les plus hauts niveaux de force. Donc, en gros, si je devais en garder qu'un, ce serait lui parce que ça me permettrait d'entraîner mon système nerveux le mieux possible et de solliciter le plus de muscles possible. En classique ou en sumo? Les deux, peu importe. En vrai, le sumo, c'est dur, hein. Je sais qu'il y a cette idée, là, j'en discutais avec le powerlifter dont je parlais, là. Si c'était si facile de tirer en sumo, tout le monde tirait en sumo. C'est dur, hein, ça demande des contraintes bien particulières. Le sumo, c'est dur. Ouais, c'est vraiment autre chose que le classique, hein. Ah ouais, c'est un autre délire, c'est pas pour tout le monde, hein. Quel est le meilleur cheat meal? Bon, les cookies. Non, ouais, moi, j'ai pas de... En fait, je te jure, hein, pour moi, un cheat meal... Parce que cheat, tu vois, c'est vraiment, ça veut dire c'est tricher, quoi, tu vois. Donc, faudrait avoir un plan. Tu vois, tu sors du cadre. Moi, j'ai pas de cadre. Donc, du coup, j'ai jamais l'impression de tricher. J'ai pas de règles. Mais pour la majorité des gens, et je pense que c'est une vision qui est faussée, hein, mais pour qui le cookie, c'est mauvais. Donc, je vais dire le cookie, tu vois. Cookie, c'est bon. Pour moi, vraiment tricher, c'est manger industriel. Voilà. Ça, c'est tricher. Ouais. Oui, si tu fais maison, tu
Moi, ça me dérange pas. Tu peux m'apporter tout ce que tu veux. Si c'est fait maison, j'en discutais hier, là, je suis parti faire un trail. Arrivé en haut, la fille à qui j'étais, elle m'a dit, tiens, c'était comment elle appelait ça? Des dinosaures. Elle m'a dit, ouais, c'est le truc de mon enfance, machin. Et là, ça, je mange pas. Vois. Des petits gâteaux en forme de dinosaures avec le chocolat derrière. Ouais. Ça, je mange pas. Ça, si je mange ça, je considère que je triche, quoi. Pour le coup. Les coca, les trucs comme ça, voilà. Ça, non. Par contre, mon gars, tu me ramènes des cookies faits maison, des gâteaux faits maison, des crêpes, des trucs, j'en sais rien, des pizzas. Si c'est fait maison, moi, ça, y a pas de règle. J'ai toujours des boules de cookies, moi, dans mon congélateur. Cette maison. Toujours. Tu te dis, t'as des invités qui viennent. Ouais. C'est facile, tu les sors, les claques au four 10 minutes, c'est bon, c'est réglé. Ouais, puis ça peut même se manger cru, hein. Moi, je suis la pâte à cookies, des fois, quand je suis un peu pressé, c'est pas un problème, hein. J'économise l'électricité, les écolos, ils sont contents. On n'attend pas la cuisson. Si tu devais t'entraîner avec une icône du monde sportif. Ah, waouh. Vivante ou morte? Ou les deux? Peu importe. Je pense Kobe Bryant, j'aurais bien kiffé Kobe Bryant. Ok. Kobe Bryant, c'est en fait, moi j'ai toujours été fasciné par son aptitude à être impliqué dans ce qu'il fait. Tu vois, j'essaie de m'en imprégner. Tu vois, quand je vais m'entraîner, j'essaie de pas avoir de téléphone, pas avoir de musique, pas avoir tu vois, d'être ici et maintenant dans mon entraînement. Tu vois, ce qui je pense est important. Et lui, quand tu écoutes, quand tu lis quand tu écoutes ses interviews, quand tu lis ses livres, tu te rends compte de sa détermination, de sa dedication, de son dévouement au sport, à l'entraînement, etc. Je pense que ça devait être quelque chose. Ça doit être une expérience difficile à vivre parce que je pense qu'il doit tu vois, ses coéquipiers, je pense que ça devait être compliqué, mais je pense que tu ressors quand même assez grandi, ouais. Kobe Bryant, Michael Jordan, des gens comme ça doit être quelque chose, je pense. Avec un personnage de fiction? Vegeta, je pense. Très classique. Bon, du coup, j'avais un style de musique pour t'entraîner, mais du coup, sans musique? Ah ouais, moi je m'entraîne sans musique. De toute façon, je n'écoute qu'un seul artiste, mais c'est qui? J'écoute que Booba, moi. Booba et les membres du 9-2i. Au moins, c'est réglé, tu vois. Ça m'évite de choisir et de réfléchir. Donc voilà, mais en gros, c'est tout. Mais ouais, quand je m'entraîne sans musique. Je vais vraiment l'enlever, cette question-là. Chaque fois, on me répond sans musique. C'est vrai? Pourtant, moi, quand je vais à la salle, j'ai l'impression que tout le monde a ses écouteurs. Ah ouais, non, mais après, on va dire, j'ai pas reçu des gens lambda. Ouais. Voilà. Mais ouais, c'est rare qu'on me dise avec musique. Ah, donc ça veut dire que les personnes que tu reçois qui s'entraînent assez régulièrement, en tout cas, qui s'entraînent sans musique. Ouais, c'est ça. Généralement, j'ai eu des gens au niveau professionnel, tout ça. Généralement, c'est sans musique, ouais. Ah, tu vois, donc moi, je suis persuadé. C'est le 15e podcast que je fais et tu dois être la 12e ou 13e personne qui me dit ça. Ouais, mais moi, ça m'étonne pas. Je pense que pour performer, il faut s'entraîner sans musique. Hormis faut écouter son corps, faut écouter son souffle. Ouais, faut être dessus. Hormis si tu vois, moi, pour les powers, des fois, enfin, tu vois, tu vois personne faire une compétition avec de la musique. C'est pas interdit, hein. Mais tu vois personne faire de la compétition avec de la musique. Tu vois, tu t'imprègnes de l'environnement, des cris et tout. À la rigueur, t'es à l'entraînement et tu dois faire ton PR. Si la musique t'aide à te mettre dans ta bulle, pourquoi pas. Mais sinon, pour moi, j'avais lu une étude en plus pourtant qui disait que avoir de la musique justement dans les oreilles, tu performais plus. Côté, c'était des livres de muscu, hein, mais que les gens soulevaient plus justement avec de la musique dans les oreilles que sans. Je pense que c'est une distraction, donc tu dois probablement avoir des récepteurs qui sont inhibés. Tu dois pas t'en rendre compte, tu vois. Mais moi, j'aime bien ressentir la douleur, j'aime bien savoir ressentir ce qui se passe. Et comme la musique, ça me distrait de ça, je mets pas de musique. Si tu ne devais garder qu'un seul complément alimentaire. J'en prends qu'un, donc c'est facile, je prends que de la whey. Ok. Donc, facile. C'est un choix que... C'est un choix financier. Non, mais en vrai, il y a tellement, et encore, tu vois, là, je suis en déplacement, pendant un mois, j'en prendrai pas, quoi. Tu vois, j'en ai pas, je m'en passe très, très bien, quoi. C'est pas. Oui, tu vas aller chercher dans l'alimentation. Ouais, je m'en fous, en fait. Je le prends parce que je me dis que c'est un apport et tout, ça m'évite de trop réfléchir, mais je m'en fous. Il y a plein de compléments qui ont montré leur efficacité, tu vois. La créatine, ça a montré son efficacité. Les oméga 3, ça a montré son efficacité. Le magnésium, ça a montré son efficacité. Mais putain, si tu commences à acheter tout ça, tu t'en tires plus, quoi. Tu vois, là, je suis chez un gars, là, il doit prendre
peut-être 15 ou 20 gélules par jour, tu vois. Après tu t'en tires plus, quoi. Tu tires plus. Si tu dois prendre tout ce qui est recommandé, t'en tires plus. J'accepte de pas être parfait. Voilà. Bon, après, si c'est un point de vue financier, si une marque passe par là et que vous cherchez à sponsoriser Valentin, mais avec une seule gélule par jour qui est complète. Ouais. Ma foi. Non, mais tu vois, si je devais en prendre un autre, ce serait peut-être de la créatine. Mais après, tu vas te dire, ouais, les oméga 3, ça facilite l'assimilation, donc je vais prendre des oméga... Enfin, tu vois, après, c'est un délire. Oui, c'est un cercle vicieux. Tu vas chercher toujours ce qui va t'aider à assimiler le premier, le deuxième, etc. Donc moi, protéines, et encore, je peux m'en passer. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport, ce serait quoi? Moi, je suis croyant, donc je dirais prier. Ça occupe une place importante dans ta vie? Ah ouais, énormément. En fait, tu vois, la question, c'est pas de savoir si Dieu existe ou pas, tu vois. C'est vraiment un débat, on s'en fout. La question, c'est que ça rend la vie plus facile, tu vois. C'est-à-dire que tu confies un peu ce qui se passe dans les mains de quelqu'un de plus grand, tu vois. Après, il y a cette théorie un peu de l'incertitude. Enfin, tu vois, moi, je crois vraiment au destin et aux choses qui arrivent parce qu'elles doivent arriver et elles arrivent parce qu'elles arrivent, tu vois. Alors, quand il t'arrive des choses malheureuses, c'est beaucoup plus dur à accepter que quand c'est des choses heureuses, tu vois. J'en conviens. Ça, c'est sûr. J'en conviens. Et en même temps, il y a cet aspect un peu où je perds le contrôle de ma vie qui est pas facile à accepter pour les gens. Donc, ils préfèrent se dire non, attends, ce qui m'arrive, c'est moi qui l'ai décidé, c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai fait ça, nanana. Ok, très bien, si tu veux. Tu vois, encore une fois, t'as raison. Je débat pas là-dessus, tu vois. Mais moi, je pars du principe qu'effectivement, les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, quoi. Tu vois. Et comme du coup, il y a, je l'appelle c'est con, mais en gros pour moi c'est plus un designer, tu vois. Je l'appelle le designer, tu vois. C'est le mec qui design un peu nos vies, tu vois, au lieu d'appeler Dieu, parce que il y a tellement de choses qui se sont passées à cause de la religion que du coup j'aime pas ça. Mais le designer, tu vois, il design nos vies. Donc du coup des fois je lui dis, ce serait sympa de designer ça comme ça, quoi, tu vois. Je fais des demandes. Et en même temps, quand quelque chose m'arrive et c'est malheureux, je me dis, c'est pas grave. De toute façon, c'est prévu sur mon chemin. Et il y a une phrase qui est importante, c'est que je me répète souvent, c'est que il y a rien qui nous arrive et qu'on ne soit pas à même de supporter. D'accord? Donc, s'il m'arrive quelque chose de malheureux, qui n'était pas prévu dans mon plan, en fait, ça fait partie du plan. Tu vois? Il y a quelque chose à en retirer. Alors, quand tu perds un proche ou quoi, tu vas dire, mec, j'ai quoi à retirer de ça? Bon, faut pas chercher à chaque fois le raisonnement, tu vois, mais voilà, il faut apprendre à endurer et à avancer et savoir que c'est prévu, c'est fait pour, tu vois. Et que du coup, il faut juste continuer à avancer et tu vas comprendre pourquoi. C'est plein de fois, ça m'est arrivé de me dire, quand quelque chose me tombe sur la tête, tu vois, le divorce. C'est arrivé comme ça, c'était pas prévu, bam, mec, tu te dis pourquoi, tu vois. Et là, franchement, c'était des moments terribles de douleur, de souffrance émotionnelle, etc., tu vois. Et là, du coup, tu t'en remets un peu au designer, tu vois, et tu dis pourquoi? Et sur le moment, tu dis mais il y a aucune bonne raison. Tu vois, il y a rien de positif, tu vois. Et après, un an après, tu te dis c'est pour ça que ça m'est arrivé. J'ai réussi à faire ça. Je suis devenu tel homme. J'ai réussi à rencontrer telle personne parce que du coup, j'avais plus de temps libre, donc j'ai rencontré ça. J'ai vécu ces moments-là. Et tu dis si, en fait, ça avait du positif. Mais quand t'es la tête dans la merde, tu vois, tu vois que la merde. Tu penses pas comme ça. Ouais. Tu dis laisse tomber. Et c'est pour ça qu'il faut. Enfin, en tout cas, comme je dis pas, c'est pas juste de dire il faut. En tout cas, moi, je trouve que ça m'aide de me dire que c'est prévu. C'est pour quelque chose. C'est pour une bonne raison. Elle m'apparaît pas encore pour le moment. Elle m'apparaîtra pas dans les prochains mois ou l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais un jour, je comprendrai pourquoi ça arrivait. Et du coup, ça rend la vie facile, quoi. Moi, je cherche à vivre une vie facile. Tranquille. Donc ça m'aide. Donc ouais, ça prend une place assez importante. Est-ce que tu as une citation, une phrase motivante qui t'inspire? Pour faire les choses? Ouais, pour la vie en général, pour... En gros, quand je traverse des moments compliqués, c'est celle que je viens de te dire. C'est que si ça m'arrive, c'est que je suis à même de le supporter, tu vois. Et putain, si un jour elle écoute mes podcasts, ce que je doute, mais elle va me tuer parce que du coup, j'en parle beaucoup. Mais en gros, ouais, c'est une phrase qu'elle me disait.
quand j'hésitais à faire quelque chose, en gros, c'était devenu anodin, tu sais. Je vais t'expliquer le truc. C'était un jour, je devais aller courir. Je préparais mon marathon, je devais aller courir. Et là, putain, ce qui arrive extrêmement rarement à Nice, mais il se met à pleuvoir, mais il pleut de ouf. Et je dis, putain, non, flemme, hein, je peux pas aller courir. Et elle était dans la cuisine, je sais plus ce qu'elle faisait, elle faisait un truc. Et je dis, vas-y, flemme d'aller courir, il pleut. Comme ça, tu vois, dans l'appart, tu vois, je le lâche comme ça et tout. Et elle, sans me regarder ni rien, elle me dit, mais depuis quand ça t'arrête? Et là, j'ai bugué, tu vois. Ouais, t'es resté tout con, là. Je suis resté tout con et tout. Et du coup, je lui ai dit, quoi? Tu sais, c'est la phrase que tu dis quand tu t'as très bien entendu ce qui s'est passé, mais que t'as pas encore de réponse à donner, tu sais, genre. Donc j'ai dit, quoi? Et elle me dit, bah ouais, depuis quand ça t'arrête? Et là, j'ai dit, bah ouais, elle a raison. Depuis quand ça m'arrête, la pluie? Et du coup, je suis parti courir, tu vois. Et en gros, maintenant, à chaque fois que je veux faire un truc et que mon cerveau me dit non, le fais pas, ou que tu vois, je commence à avoir la flemme ou truc, je me dis, mais attends, depuis quand ça t'arrête? C'est ça ma phrase. Tu te pensais à ton ex-femme alors? Ouais, c'est un peu relou. C'est un peu relou, mais c'est hyper efficace. Quel conseil donnerais-tu au toi d'il y a 10 ans? Alors attends, j'ai 30, à 20 ans. Oh putain, à 20 ans, mec, c'était la misère. Ouais, je lui dirais peut-être fais confiance au destin. Ouais, tout ce qui arrive, c'est pas pour rien. Ouais, parce que là, il y a 10 ans, c'était chaud. Hein. Je me dirais... Je sais pas ce que je me dirais. Parce que, ouais, je commençais à faire quand même pas mal de conneries et tout. Donc, je me dirais, fais pas la connerie de trop, ça va finir par s'arranger, tu vois. Genre, voilà. Un petit conseil prévention. Ouais, voilà, genre, juste patiente, tu vois. Et souvent, on est impatient, mais juste patiente, ça va s'arranger. Et il y a toujours le bout du tunnel, toujours, tu vois. Si tu prends pas le mur avant, tu vois, t'attends la fin du tunnel, elle arrive un jour. Donc il y a 10 ans, ouais, il y a 10-15 ans, je me dirais ça. Patiente. Juste patiente. Où te vois-tu dans 10 ans? Ouais, je sais pas. Ouais, j'ai entendu que tu vivais au jour le jour. Ah ouais, dans 10 ans, je sais pas. J'ai des souhaits, tu vois, des trucs, mais j'y attache pas trop d'importance. Tu vois. C'est pas ce qui drive un peu ton... Ah non, parce que, comme je te disais, ça peut changer tellement vite, tu vois. Que quand tu t'attaches à des choses... En fait, la souffrance, elle vient quand tu obtiens pas ce que tu veux. Tu vois. Mais si tu veux rien, tu souffres pas. Tu vois, oui, tu t'attends rien de telle personne ou t'attends rien de spécifique. Tu vois. Après, là, ça part dans des délires un peu spirituels, etc. Ça va peut-être moins passionner les gens, mais en gros, tu vois, quand t'es un peu croyant, etc., tu pars du principe que déjà, t'as la vie. T'es pas en mesure de demander plus. Tu vois. Donc, moi, je demande rien de plus. Tu vois, je me lève le matin, ça va. J'ai un frigo plein, j'ai un toit sur la tête, j'ai un peu de pognon de côté. Je suis pas en mesure de demander plus, tu vois. Donc, je demande rien, j'attends rien, je sais pas, je vis le truc comme ça, un peu à l'instinct, quoi, tu vois. Encore une fois, je fais confiance au designer, quoi. Je verrai bien ce qu'il m'a prévu. C'est une belle philosophie de vie. Moi, j'ai toujours... pareil, tu sais, quand les gens ils se plaignent, mais j'ai de quoi tu te plains? T'as la santé, t'as de l'argent, voilà, t'as un toit sur la tête, c'est bon, t'es pas à plaindre, quoi. Ah. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité, en vrai. Mais ça, il faut voyager pour ça, je te jure. Ouais, c'est vrai que tu vois des choses... ouais. J'ai un pote qui est parti à Bali, là, il m'a raconté un petit peu l'histoire de son chauffeur qu'il avait. Ouais, je pense que tu prends une petite leçon de vie, quoi. Ah non, mais c'est terrible. T'es né en France, t'es déjà chanceux. Le fait de naître en France, imagine, tu vois, je suis allé à Madagascar. Madagascar, espérance de vie 50 ans. Bon, déjà, c'est la moitié de toi, de la France, quoi, tu vois. Tu commences à travailler, t'as 6 ou 7 ans. Et t'as pas de week-end de vacances, tu vois. Et tu gagnes 40 € par mois. Tu dors dehors, le pays, il a même pas l'électricité toute la journée, t'as pas d'eau potable. Mais t'es juste né à Madagascar, tu vois. T'as rien demandé au monde, tu vois. T'es né à Madagascar et tu sais déjà que ta vie, elle va être plus dure que le mec qui est né en France. Alors en France, c'est difficile, hein. Il y a des choses, il y a des personnes sans domicile fixe, machin, etc. Mais bon, c'est la France. Il y a des pays, rien que le fait de naître en France, t'es déjà chanceux. Tu nais en Sierra Leone, 34 ans d'espérance de vie. Tu nais, c'est déjà la guerre civile. T'as rien demandé au monde. T'es juste né au mauvais endroit, mec.
Donc non, moi je crois pas à ça. Ouais. Moi je suis extrêmement chanceux. Ça, j'aime bien la raconter aussi celle-là, mais j'ai fait mon voyage de noces à Dubaï. Ouais. Je devais partir ensuite sur les Maldives. J'avais fait un petit combiné et c'était pendant la période Covid. Malheureusement, j'ai dû faire un test Covid pour partir sur les Maldives et il est revenu présumé positif. Donc du coup, Dubaï m'a confiné 10 jours en chambre. Ouais. Et bon, ma femme a été dévastée. Hein. Tu m'étonnes, ouais. Mais honnêtement, moi je dis, mais quoi de mieux entre guillemets? Je suis avec ma femme, 10 jours, enfermé. Bon, certes, enfermé dans une chambre d'hôtel. Mais putain, je suis dans un 4-5 étoiles. Je suis bien, tu vois ce que je veux dire. Il y en a, ils sont enfermés dans des bidonvilles. En plus, pendant la période Covid sur Dubaï, j'ai vu des reportages. Ils étaient envoyés dans le désert, dans des trucs miteux avec des cafards, pas de fenêtres, rien. Moi, cool la vie, tu vois. Alors, c'est sûr, bon, il faut réussir à avoir cette réflexion, mais putain, moi, je dis, mais nickel, le matin, on se faisait notre petit sport. À midi, on se commandait Uber Eats. Bon, sachant qu'on bougeait pas trop, à part le sport, on essayait de rester healthy. Ouais, bon, je fais... Mais tu dis, voilà, il y a pire. T'es dans un 5 étoiles, t'as vu sur les Lamborghini en bas, vu sur la mer. Bon, voilà, c'est un moment à passer, mais voilà, moi, je pensais aux gens, qui ont pas à manger à leur faim, les gens qui dorment dehors, eux, ils peuvent se plaindre. Eux, ils peuvent pleurer, ils peuvent, moi, non, moi, je suis bien, là. Ouais, mais c'est difficile d'avoir cette prise de recul, tu vois, parce que là, je fais le philosophe, mais je prends la voiture, le mec, il fait une queue de poisson, je l'insulte, tu vois. Tu vois, je suis là en train de dire, ouais, faut pas se plaindre, faut prendre la vie avec légèreté et tout, mais parce que je suis humain. On est humain, tu vois, on est comme ça, voilà, on se plaint, en plus, on est français, tu vois, donc je veux dire, se plaindre, ça fait partie de notre éducation, tu vois, mais c'est vrai que plus j'avance dans la vie, plus j'ai de la chance de rencontrer des gens âgés, etc., et des gens qui ont une certaine ouverture, etc. Et plus je me dis que tout est prévu. Tout est prévu. Donc autant vivre l'instant présent, parce que tu sais pas ce qui est prévu après, par contre. Ah, ça c'est clair. Tu sais pas de quoi est fait demain et si tu seras encore là, malheureusement. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? En cours? Perso, non. Ah si, perso, je prépare une course. En gros, c'est la première fois que je vais en parler. En gros, à Nice, tous les ans, vers mars, il y a ce qu'on appelle la no finish line. C'est-à-dire qu'en gros, ils mettent en place un circuit qui doit faire 2 ou 3 kilomètres. Et chaque kilomètre, c'est pour les enfants, c'est pour l'association d'enfants handicapés. Ils reversent des sous. Chaque personne qui fait 1 kilomètre, il reverse des sous. Et du coup, ça dure 3 jours. C'est sur 3 jours. Et j'aimerais tenter de faire les 3 jours d'affilée. Donc 72 heures de marche ou de run. Je pense que je marcherai plus que je courrais d'affilée. Ok, super cause. Ouais, au-delà de la cause. Alors, je le fais passer, il y a l'idée de la cause, mais en vrai, c'est un défi c'est un prétexte, quoi. C'est un prétexte pour le tenter, tu vois. Parce que je me dis que ça me donnera, parce que comme forcément, au bout de 1 heure, je vais en avoir marre, je me dis qu'il va falloir des cookies. Tu vois, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est quand j'ai des moments de galère et tout, que j'ai envie d'abandonner, je me cherche des cookies dans ma tête, tu sais, des trucs qui te motivent. Et le fait que ce soit pour les enfants, je me dis que ça pourrait être un gros cookie, tu vois. Tu te dis, je peux pas abandonner, machin. Parce que je vais en avoir besoin des phrases comme ça, tu vois. Ah là, oui. Donc, voilà, c'est le projet perso. On verra si ça voit le jour. Et pro, non. En cours, j'ai rien. J'ai une formation, j'ai une formation qui est prête, en fait. Dire, ouais, j'ai entendu que tu avais une formation. J'ai une formation qui est prête pour les coachs et les kinés sur le retour au sport et la réathlétisation. Je dis pas qu'elle est, en fait, j'ai dit rien parce qu'en fait, je m'en occupe. En fait, elle est préparée et tout, et il faudrait que je m'occupe du côté un peu marketing. Ouais, du côté marketing, et de la mettre en place, louer une salle et tout, faire la promo et tout, et j'ai tellement pas envie de le faire que je peux pas tellement dire que c'est en cours, quoi, tu vois. mais ça devrait voir le jour à un moment, quand il aura décidé de me donner l'envie de le faire, quoi, tu vois. Mais pour l'instant, moi, tout est fait, quoi. Il reste juste quelques petits détails à peaufiner. Ouais, elle est prête. Je pense qu'elle sera bien. Je l'ai faite revoir par des personnes et tout pour avoir leur avis. On l'a corrigé. Il faut juste que je donne une date, quoi. Et que je loue une salle. Il n'y a plus qu'à se bouger le cul, alors. Ouais, c'est ça. Et la dernière question, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? Pour toi? Ouais.
Ouais, dans quel domaine? Tous. Je peux t'en citer plein. Tu vois, regarde, tu veux pas. Alors, je vais pas citer dans tous. Si tu veux un truc sur le développement personnel, je trouve Rudy Koya, c'est pas mal. Si tu veux un truc sur la force, développement de la force et tout, Clément Goudin. Et c'est que des gens qui diront oui, hein, ça. Il y a même pas de. Clément Goudin, c'est pas mal. Si tu veux un sur la kiné, Fred Cossé, je pense que c'est pas mal. Je crois que tu as déjà eu Loïs pour la préparation physique. Alors j'ai pas encore contacté parce que voilà, comme toi, je veux d'abord faire les choses bien, lire un petit peu des choses sur son sujet. Après ouais, je vais le contacter. Jordan m'en a parlé en tout cas. Sur l'hypertrophie, si jamais ça t'intéresse. Alors Alex, je sais plus son nom, mais sur Instagram c'est Fit Kanga, un truc comme ça. Ok. Très très sympa, très très bon. Bon voilà, t'en as déjà quelques-uns. Qu'est-ce que je peux te conseiller? Sur la nutrition Berthoud, qui est bon. Voilà. Ouais, on est déjà pas mal. Ouais, mais en plus c'est cool parce que c'est que des gens. Bon après tu sais c'est le problème d'Instagram, c'est-à-dire que s'ils sont pas, je sais pas s'ils verront ton message, c'est comme t'arrives dans les ouais, dans les spams un peu entre guillemets. Voilà. Mais s'ils voient ton message, surtout si je leur dis que tu vois que. C'est ce que j'allais dire, ouais, parle de moi comme Jordan a fait et puis. Voilà. Ça, quand je les contacte, au moins ils sont déjà au courant. Franchement, ils te diront oui. C'est des gars, ils sont très ouverts au partage. Ouais, ils te diront oui, sans problème. Ok, bah écoute, je note tout ça et puis je tenterai de les contacter en tout cas. Ouais, avec plaisir. Je pense qu'ils seront heureux. Eh ben Valentin, je veux juste encore dire donc voilà, si vous souhaitez en apprendre davantage sur Valentin, il y a le podcast Puissance Santé, vraiment très intéressant, des épisodes avec des invités ou même des petites introspections sur toi-même. Et puis du blabla de kiné. Donc voilà, si ça vous intéresse, Puissance Santé. Après, on peut retrouver aussi sur Instagram Motion Therapy Expert. Donc c'est ton compte principal. C'est le seul. Voilà. Et puis voilà, je vais te remercier Valentin. Un épisode très enrichissant. Ah bah de rien, merci pour l'invitation. Allez, passe une bonne fin de journée, à plus. À plus. Merci Valentin pour ton honnêteté, ton parcours atypique et cette belle capacité à mêler science, expérience de terrain et franc-parler. De l'enfant roi des échecs au kiné #NoBullshit, en passant par les rings, les plateaux de STAPS et les bancs de la fac de médecine, tu nous montres qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, juste des détours qui valent parfois bien plus que la ligne droite. Et à vous qui écoutez, souvenez-vous que progresser, ce n'est pas toujours aller plus vite, c'est parfois juste avancer autrement, un pas après l'autre, avec un peu de proprioception en bonus. À très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, on reste focus et on enclenche le changement. À plus.